Monsieur, cet homme m'a volé mes sous-vêtements. La voix de la fillette de 6 ans transperça le grondement des 12 moteurs Harley comme une lame transperçant la chair. Ses pieds lui saignaient, sa robe rose était déchirée, et elle pointait un doigt tremblant vers Daniel Titan Morrison, une montagne de muscles vêtus de cuir et couverte de tatouages militaires délavés. Ce qui se passa ensuite allait mettre fin à 20 ans de prédation. Cela allait révéler au grand jour un réseau de monstres qui se cachaient à la vue de tous. Et cela allait prouver que parfois, les hommes qui semblent les plus dangereux dans une pièce sont exactement ceux dont vous avez besoin lorsque le mal s'en prend à vos enfants. Abonnez-vous dès maintenant et indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire doit être lue par tous les parents, tous les grands-parents, tous ceux qui aiment les enfants. Car ce que ces motards ont fait ensuite va vous redonner foi en l'humanité. Les Steel Wolves roulaient depuis 6 heures d'affilée lorsque Titan a demandé de s'arrêter. 30 minutes, a-t-il dit dans sa radio. Faites le plein, prenez à manger, dégourdissez-vous les jambes. On repart à 4 heures. 12 motos se sont garés sur le parking du Crawford County Summer Festival, leurs moteurs vrombissant à l'unisson avant de se taire un à un. La chaleur du Tennessee était brutale, épaisse et humide, du genre qui fait coller le cuir à la peau et s'échauffer les esprits. Marcus Bear Johnson descendit de sa moto et gémit. Mec, je deviens trop vieux pour ces balades commémoratives. Tu dis ça depuis 10 ans, rétorqua Vincent Shadow Cruz. Et j'ai eu raison pendant 10 ans. Les hommes rirent avec l'humour facile de frères qui avaient traversé ensemble des épreuves pires que la chaleur estivale. Ils avaient servi ensemble, saigné ensemble, enterré des amis ensemble. Les Steel Wolves n'étaient pas seulement un club de motards. Ils formaient une famille forgée dans le feu. Titan ne se joignit pas au rire. Il se tenait à l'écart, étirant son genou blessé, celui qui avait reçu des éclats d'obus à Kandahar, et observant la foule du festival avec des yeux qui ne se détendaient jamais complètement. Derek Blade Foster t'a remarqué. Bonne presse. Très bien. Tu n'as pas l'air bien. On dirait que tu cherches des ennemis. Vieilles habitudes. Blade savait qu'il ne fallait pas insister. Titan avait des démons qu'aucun d'entre eux ne comprenait vraiment. Quelque chose s'était passé il y a 15 ans, avant qu'il ne fonde les Steel Wolves. Quelque chose qui lui avait ôté toute chaleur et avait laissé derrière lui ce leader au visage de granit, qui souriait rarement et faisait encore moins confiance. Le festival battait son plein. Les familles défilaient avec de la barbe à papa et des corn dogs. Les enfants hurlaient dans les manèges. De la musique country retentissait dans des haut-parleurs éloignés. C'était le genre de scène américaine idyllique qui aurait dû inspirer un sentiment de sécurité. Mais Titan avait appris depuis longtemps que les monstres ne ressemblaient pas toujours à des monstres. Parfois, ils ressemblaient à un voisin sympathique, à un étranger serviable, à un homme aimable au sourire gentil. Je vais prendre un funnel cake, annonça Bear. Quelqu'un veut quelque chose? Apporte-moi une limonade, dit Shadow. Je ne suis pas ta serveuse. Tu es ce dont j'ai besoin que tu sois, grand homme. Encore des rires. Ah, ça là. Du corps de la fraternité. Les hommes commencèrent à se disperser vers les stands de nourriture, laissant Titan seul avec ses pensées et sa vigilance. C'est alors qu'il la vit. La petite fille surgit de nulle part, courant si vite que ses pieds nus effleuraient à peine le sol. Elle avait peut-être 6 ans, des cheveux blonds, une robe rose sauvage et emmêlée, déchirée à l'épaule. Des larmes coulaient sur son visage. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, une terreur que Titan reconnut instantanément. Il avait déjà vu ce regard chez des soldats, chez des victimes, sur le visage de sa propre fille dans la photo qui hantait ses cauchemars. La fillette courut droit vers lui sans s'éloigner, et ce simple fait lui glaça le sang. Une enfant aussi terrifiée aurait dû fuir les inconnus, et non courir vers eux, à moins qu'elle ne fuit quelque chose de pire. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, sa petite poitrine haletante, tout son corps tremblant comme une feuille dans un ouragan. « Monsieur, allaita-t-elle, monsieur, s'il vous plaît. » Titan s'agenouilla, se rapprochant d'elle. Sa voix était plus douce que ce dont la plupart des gens le croyaient capable. « Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? » Cet homme, elle désigna le festival, le doigt tremblant. Cet homme a pris mes sous-vêtements. Au début, il ne comprit pas. C'était trop horrible, trop impossible pour un après-midi d'été à une foire régionale. Puis cela le frappa comme une balle dans la poitrine. Répète ça,
Il les a pris dans mon sac à dos, je l'ai vu faire. Bear avait entendu. Il se dirigeait vers les stands de nourriture, mais il s'était arrêté net, son visage passant de détendu à meurtrier en un clin d'œil. Shadow avait entendu aussi. Blade et les autres aussi. Un par un, les loups d'acier se sont retournés, attirés par un instinct, leur disant que quelque chose de terrible venait de se produire parmi eux. Titan est resté concentré sur la fillette. « Comment t'appelles-tu, ma chérie? »« Lily. Lily Harper. »« D'accord, Lily. J'ai besoin que tu prennes une grande inspiration. Tu peux le faire? » Elle a essayé. Sa respiration était saccadée et brisée, mais elle a essayé. « C'est bien. Maintenant, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Ne cache rien. » Les mots de Lily se bousculaient dans sa bouche, ponctués de sanglots. J'attendais ma maman et mon papa près du stand de limonade. Ils étaient partis voir les objets artisanaux. Un homme s'est approché de moi. Il était gentil. Il portait un beau costume et souriait beaucoup. Il m'a demandé si je voulais de la barbe à papa. Titan serra les mâchoires. « Tu es parti avec lui? » « Non. Maman dit de ne jamais suivre des inconnus. J'ai dit non. Mais ensuite, j'ai eu très envie d'aller aux toilettes et il m'a suivi. »« Il t'a touché, Lily? Il a posé ses mains sur toi? » »« Non. Mais quand je suis sorti des toilettes, je l'ai vu. Il avait ouvert mon sac à dos. Il prenait mes sous-vêtements de rechange et les mettait dans sa poche. Il ne m'a pas vu qu'il le regardait. Puis il est parti très vite. Bear s'était approché, son imposante silhouette projetant une ombre sur eux deux. « Bon sang, murmura-t-il. »« Il y a autre chose, dit Lily, sa voix se réduisant à un murmure. Il est revenu quelques minutes plus tard. Il m'a retrouvé près du stand de glace. Les mains de Titan se crispèrent à un point. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il me surveillerait. Il a dit qu'il reviendrait me chercher plus tard. Il a dit... Le visage de Lily s'est décomposé. Il a dit que j'étais sa fille spéciale maintenant. La température autour d'eux semblait avoir chuté de 20 degrés. Titan pouvait sentir la rage monter. Ses frères pouvaient le voir dans la façon dont les mains de Bear tremblaient, dans le regard vide et éteint de Shadow. « Où sont tes parents, Lily? »« Je ne sais pas. J'ai essayé de les trouver, mais il y avait tellement de monde que j'ai eu peur, puis j'ai vu vos vestes. » Elle désigna l'écusson sur le gilet de Titan, celui qui représentait un loup gardant la silhouette d'un enfant. En dessous, on pouvait lire « Gardien des innocents. » « Mon professeur nous a parlé de vous, dit Lily. Elle ajouta « Si jamais nous avons des ennuis et que nous voyons cet écusson, ces gens nous aideront. » Elle dit « Les motards protègent les enfants. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Titan. Quelque chose qui était resté gelé pendant 15 ans. Il se souvint d'une autre fille, du même âge avec les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux terrifiés. Sa fille Emily, qu'il avait perdue aux mains d'un prédateur qui n'avait jamais été arrêté. Une affaire classée sans suite parce que le monstre avait été prudent, patient et savait exactement comment disparaître. Il avait fondé les Steel Wolves 1 an après les funérailles d'Emily. Il avait créé le programme Guardians parce qu'il n'avait pas pu sauver son propre enfant. Mais peut-être pourrait-il aider à sauver celle de quelqu'un d'autre. Et maintenant, Lily Harper se tenait devant lui comme une seconde chance qu'il n'aurait jamais pensé avoir. « Lily, dit-il, la voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait tout à fait cacher. Tu as fait exactement ce qu'il fallait en venant nous voir. Tu as été courageuse, vraiment courageuse. Tu comprends? » Elle acquiesça, les larmes coulant toujours. « Maintenant, j'ai besoin que tu fasses encore une chose courageuse. Je veux que tu décrives cet homme, tout ce dont tu te souviens, son visage, ses vêtements, tout ce qui t'a marqué. Il était vieux, comme mon grand-père, peut-être 50 ans. Il avait les cheveux gris, mais pas beaucoup. Il portait un costume bleu avec une cravate rouge. Il avait des lunettes à monture dorée et il souriait beaucoup, mais son sourire était faux. Il n'illuminait pas ses yeux. Bear marmonna quelque chose entre ses dents. Quelque chose à propos de ce qu'il aimerait faire à un homme qui souriait de manière étrange à des petites filles. Autre chose, il portait un badge avec son nom, comme ceux que l'on porte à l'église quand il y a des visiteurs. « Avez-vous vu le nom Gerald? » Il était écrit Gerald. Titan se leva lentement, son genou blessé protestant. Il regarda ses frères, tous rassemblés à présent. Tous arboraient la même expression de rage contenue. « Bear, reste avec Lily. Ne la quitte pas des yeux. Trouve ses parents. Ils sont quelque part dans les tentes d'artisanat. Je m'en occupe. Shadow, appelle le 911. Donne-leur tout ce que nous avons. »
Envoie environ 50 cheveux gris, costume bleu, cravate rouge, lunettes à monture dorée, badge avec le nom Gerald. Dis-leur que nous avons une victime mineure et que l'auteur est toujours sur place. Shadow sortait déjà son téléphone. Blade, prends 3 hommes et couvre les sorties. S'il essaie de partir, tu l'arrêtes. Compris? Tu l'arrêtes sans faire de scène. Nous avons besoin que cela se passe proprement. Compris. Les autres, dispersez-vous. Trouvez ce prédateur. Costume bleu, cravate rouge, lunettes dorées, badge. Trouvez-le et surveillez-le. Surveillez-le. N'intervenez pas avant mon arrivée. Je veux être celui qui regardera ce monstre en face. Les hommes se dispersèrent instantanément, se déplaçant avec une précision militaire à travers la foule du festival. Les familles s'écartèrent instinctivement autour d'eux, sentant le changement d'énergie, reconnaissant les prédateurs lorsqu'ils les voyaient. Mais ces prédateurs chassaient un autre type de proie. Titan regarda Lily une dernière fois. « Bear va s'occuper de toi. Je te le promets, Lily, je te le promets de tout mon être. Nous allons trouver cet homme. Et il ne te fera plus jamais de mal, ni à toi, ni à personne d'autre. Tu me le promets? Je te le promets. » Bear s'avança, son imposante silhouette parvenant malgré tout à paraître douce. Il s'agenouilla, amenant son visage balafré à la hauteur de celui de Lily. « Salut, petite guerrière. Je m'appelle Bear. Tu sais pourquoi on m'appelle comme ça? » Lily secoua la tête. « Parce que les ours protègent leur famille. Et en ce moment, tu fais partie de ma famille. Tu es en sécurité avec moi. Personne ne t'approchera. Tu comprends? » La petite main de Lily tendit le bras et agrippa le gilet en cuir de Bear, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. « Ne me laisse pas, je n'y songerai même pas, ma chérie. Maintenant, allons chercher ta maman et ton papa, d'accord? Ils doivent être morts d'inquiétude. » Alors que Bear conduisait Lily vers les tentes artisanales, Titan se retourna et se dirigea vers le festival. Ses bottes frappaient le sol avec détermination. Son regard balayait chaque visage, chaque costume, chaque badge. Quelque part dans cette foule se trouvait un monstre nommé Gerald. Un monstre qui pensait avoir trouvé une proie facile. Un monstre qui n'avait aucune idée que ses jours de chasse touchaient à leur fin. La radio de Titan grésilla. La voix de Shadow se fit entendre. « La police est en route, arrivée prévue dans 10 minutes. Compris. » « Titan, ils ont dit autre chose. Ils ont un dossier sur un certain Gerald Whitmore. Délinquant sexuel enregistré dans 3 États. Il est censé se trouver dans l'Ohio. Ils le recherchent depuis 2 ans. » La rage qui couvait dans la poitrine de Titan éclata en une fureur froide et concentrée. Ce n'était pas seulement un crime opportuniste. C'était un prédateur expérimenté, un chasseur en série d'enfants qui faisait cela depuis des années, peut-être des décennies. 2 ans, dit Titan doucement. Il chasse les enfants depuis 2 ans. Et il y a pire. Ils ont trouvé sa dernière adresse connue. Ils ont fouillé son ordinateur. Il est connecté à un réseau, Titan. Un réseau en ligne de ces salauds de malades qui partagent des informations sur leurs cibles, sur leurs techniques, sur la manière d'éviter de se faire prendre. Combien de victimes? Ils ne le savent pas encore. Il pourrait y en avoir des dizaines. Titan continua à marcher, la mâchoire serrée comme du granit. Des dizaines d'enfants dont la vie avait été brisée par cet homme. Des dizaines de familles qui ne seraient plus jamais les mêmes. Et si les Steel Wolves ne s'étaient pas arrêtés à ce festival particulier, ce jour-là, Lily Harper serait devenue la victime numéro je ne sais combien. Une autre statistique, une autre vie ruinée, une autre enfant qui passerait des années en thérapie à essayer de comprendre pourquoi un inconnu l'avait choisi pour quelque chose d'aussi innommable. Sa radio grésilla à nouveau. Cette fois, c'était Blade. J'ai un visuel. Costume bleu, cravate rouge, lunettes dorées. Il est près du zoo pour enfants, Titan. Il observe les enfants, reste en position. J'arrive. Titan accéléra le pas, se faufilant entre les familles, les couples et les groupes d'adolescents. Les gens s'écartaient à son approche, s'écartant comme l'eau devant la proue d'un navire. Son téléphone vibra. Un SMS des parents de Bearfound. La mère était hystérique. Le père voulait du sang. Je les garde avec la sécurité jusqu'à l'arrivée des flics. Bien. Les parents avaient besoin de savoir que leur fille était en sécurité, mais ils devaient également être tenus à l'écart de Gerald Whitmore jusqu'à ce que la police puisse les prendre en charge. Titan comprenait la rage du père, il la ressentait lui-même,
multiplié par 15 ans de chagrin non résolu. Mais la justice vigilante ne ferait que donner à ce monstre une échappatoire. Non. Gerald Whitmore allait faire face à la vraie justice, la justice de la prison. Le genre où les hommes qui font du mal aux enfants ne font pas long feu parmi la population générale. Il trouva Blade près du zoo pour enfants, debout près d'une clôture, faisant semblant de regarder les chèvres. Mais ses yeux étaient rivés sur une silhouette à 10 mètres de là. Costume bleu, cravate rouge, lunettes à monture dorée, un badge avec le nom Gerald Whitmore, consultant en assurance. L'homme regardait un groupe d'enfants caresser des bébés lapins. Son expression était celle d'un grand-père aimable, tout à fait inoffensive, celle d'un vieil homme sympathique profitant d'une journée au festival. Mais Titan voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait la façon dont les yeux de Gerald s'attardaient trop longtemps sur certains enfants. Il voyait la subtile conscience prédatrice dans la façon dont l'homme se positionnait pour pouvoir s'approcher facilement et s'échapper encore plus facilement. Il voyait le monstre qui se cachait derrière le masque. « C'est lui », dit Titan à voix basse, « c'est confirmé. Il tourne dans le coin depuis 10 minutes. Il a déjà parlé à 3 enfants différents. Leurs parents sont juste à côté. Il ne s'approche pas assez pour être repéré. Il observe, il choisit. Où est sa voiture? Au parking est une Honda Civic grise, immatriculée dans l'Illinois. Quelqu'un l'a vérifié? Shadow l'a fait. Il dit qu'il y a un sac de sport sur la banquette arrière, des vêtements d'enfants de plusieurs tailles. Titan sentit ses mains se crisper à nouveau. Des vêtements d'enfants, des trophées, des souvenirs de ses victimes. D'accord, dit-il en s'efforçant de rester calme. Voici comment ça va se passer. On s'approche de manière décontractée et amicale. Je prends contact avec lui. Je le fais parler. La police devrait être là dans 5 minutes. On doit juste le retenir jusqu'à ce moment-là. Et s'il s'enfuit, on s'assure qu'il n'aille pas loin. Mais Blade, pas de violence à moins qu'il ne nous y oblige. Ça doit être propre pour Lily, pour tous les autres enfants qu'il a blessés. Il mérite de le voir aller en prison, pas de le voir libre, parce qu'on a donné une excuse à son avocat. Blade acquiesça, même si son regard disait qu'il préférerait briser tous les os du corps de Gerald Whitmore. Titan prit une profonde inspiration et se dirigea vers le monstre. Gerald se retourna à son approche, et Titan vit l'expression de l'homme passer rapidement par plusieurs émotions. La surprise d'être approché, la lassitude face à la taille et à l'apparence de Titan, le calcul alors qu'il évaluait la menace, et enfin un sourire amical forcé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je peux vous aider? » demanda Gerald. Sa voix était agréable, chaleureuse, le genre de voix qui mettait probablement les enfants à l'aise. Le genre de voix qui leur disait probablement qu'ils étaient spéciaux, que c'était leur petit secret, que personne ne les croirait s'ils le racontaient. « Je viens juste admirer le festival, » répondit Titan, en gardant un ton conversationnel. « C'était votre première fois ici? Vous êtes de la région? Vous êtes de passage? Je suis à Nashville pour une conférence sur les assurances. J'ai pensé que je pourrais visiter la foire. C'est une belle journée pour ça. Une très belle journée. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, faisant tous deux semblant de regarder les enfants au zoo pour enfants. Titan pouvait sentir le malaise émanant de Gerald Whitmore comme la chaleur de l'asphalte. Il le voyait dans la façon dont les yeux de l'homme revenaient sans cesse vers les enfants, malgré ses efforts pour mener une conversation décontractée. « Vous avez des enfants? » demanda Titan. Quelque chose vacilla dans les yeux de Gerald. « Non, je n'ai jamais eu cette chance. » « Quel dommage! Les enfants sont merveilleux. Ils sont vraiment si innocents, si confiants. » La voix de Gerald avait pris un ton distant, presque rêveur. Le monde ne les a pas encore corrompus. Titan serra les mâchoires. « C'est une drôle de façon de le dire, mais non. Je veux juste dire qu'ils n'ont pas encore appris à être cyniques. Ils croient encore en la bonté. Ils croient encore en l'humanité. Certaines personnes méritent cette confiance. D'autres non. » Gerald se tourna pour le regarder plus directement, et pendant un instant, son masque tomba. Quelque chose de froid et de calculateur regardait derrière ses lunettes à monture dorée. C'est assez philosophique pour un... Gerald fit une pause, laissant son regard se poser sur le gilet en cuir et les tatouages de Titan. « Motard, je suis un homme aux multiples facettes, j'en suis sûr. » Les sirènes étaient désormais audibles. Elles se rapprochaient. Gerald les entendait aussi.
Son langage corporel changea de manière presque imperceptible. Ses muscles se raidirent légèrement. Il se tourna subtilement vers une issue de secours. Ça sent les ennuis, dit-il d'une voix toujours désinvolte, mais les yeux scrutant désormais la foule. Ça sent la justice. La tête de Gerald se tourna brusquement vers Titan. Le masque avait désormais glissé davantage. La chaleur paternelle avait disparu, remplacée par quelque chose de tranchant et de dangereux. Je suis désolé. Une petite fille nommée Lily est venue nous voir il y a environ 15 minutes, dit un homme en costume bleu avec des lunettes dorées qui prit quelque chose dans son sac à dos. Il lui a dit qu'elle était sa fille spéciale. Il lui a promis de revenir la chercher. Le visage de Gerald devint blanc, puis, en un clin d'œil, rouge de colère. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Videz vos poches. Vous ne pouvez pas vider vos poches. Les yeux de Gerald se posèrent rapidement à gauche, à droite, calculant les distances et les probabilités. Blade s'était rapproché, tout comme deux autres loups d'acier qui observaient depuis les environs. Le piège se refermait. C'est du harcèlement, dit Gerald en élevant la voix. Je vais appeler mon avocat. Je vais... Tu vas rester ici et attendre la police. Et ensuite, tu vas expliquer pourquoi tu as des sous-vêtements de petite fille de 6 ans dans ta poche. Et ensuite, vous allez expliquer ce qu'il y a dans ce sac de sport dans votre voiture. Et ensuite, vous allez expliquer pourquoi vous fuyez l'Ohio depuis 2 ans alors qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre vous. Gerald pâlit à nouveau. Son masque s'effondra complètement, révélant le lâche qui se cachait derrière. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout cela est un malentendu. Il s'enfuit, ou du moins essaya. Il fit exactement 3 pas avant que la main de Blade ne se referme sur son bras comme un étau. « Lâchez-moi » hurla Gerald. « Au secours! Ces hommes m'attaquent. Que quelqu'un m'aide. » Mais personne ne vint à son secours. Les familles présentes aux zoos avaient reculé, serrant leurs enfants contre elles. La foule autour d'eux avait formé un cercle lâche, observant sans intervenir. « Tu ne vas nulle part, » dit Blade calmement. « Assieds-toi et attends les flics, ou je te forcerai à t'asseoir. C'est une agression. Je vais porter plainte. Je vais... Tu vas quoi? » Titan s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure à peine audible. « Tu vas appeler ton avocat. Vas-y, appelle-le. Dis-lui que tu as été arrêté avec des sous-vêtements d'enfant dans ta poche. Parle-lui du mandat d'arrêt dans l'Ohio. Parle-lui du sac de voyage rempli de vêtements d'enfant. Tu verras à quelle vitesse il abandonnera ton affaire. » Gerald cessa de se débattre. Ses jambes semblaient fléchir, et seule la poigne de Blade le maintenait debout. « S'il te plaît, gémit-il. S'il te plaît, tout ça n'est qu'une erreur. Je ne l'ai jamais touché. Je n'ai jamais fermé ma gueule. » Les voitures de police entrèrent dans le parking, gyrophares allumés. 4 agents en sortirent et se dirigèrent vers l'agitation, les mains sur leurs armes. « Voilà ton moyen de transport, » dit Titan à Gerald. « Profite bien de la prison. J'ai entendu dire que les autres détenus réservaient un accueil spécial aux hommes qui font du mal aux enfants. » Gerald Whitmore se mit alors à pleurer, des sanglots laids et pathétiques qui semblaient complètement déconnectés du monstre qu'il était quelques minutes auparavant. Le masque avait complètement disparu, ne laissant derrière lui qu'un prédateur brisé pris au piège de son propre fait. Les policiers ont menotté Gerald avec une efficacité professionnelle, tandis qu'un agent prenait les premières déclarations. Titan les regarda fouiller Gerald. Il les regarda sortir un morceau de tissu rose de sa poche avant droite. Les sous-vêtements de Lily, la preuve qui allait envoyer ce monstre loin pour toujours. « Monsieur. » Un jeune agent s'approcha de Titan, un bloc-notes à la main. « J'ai besoin de votre déclaration. Daniel Morrison, président du Steelwolves MC. Nous étions de passage, nous nous sommes arrêtés pour manger. Une petite fille nommée Lily Harper a couru vers nous en disant qu'un homme avait volé ses effets personnels dans son sac à dos. Elle nous a donné sa description. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons retenu jusqu'à votre arrivée. Vous ne l'avez pas malmené. Regardez-le. Il n'a pas une égratignure. Nous ne sommes pas des justiciers, monsieur l'agent. Nous croyons simplement qu'il faut protéger les enfants. » L'agent jeta un coup d'œil à l'écusson Guardian sur le gilet de Titan et hocha lentement la tête. « J'ai entendu parler de votre programme. C'est du bon travail. C'est un travail nécessaire. Il y a trop de prédateurs dehors, pas assez de gens prêts à agir. Eh bien, vous avez clairement agi aujourd'hui. Cet homme est recherché dans 3 États. Il y a des familles qui attendent depuis des années que justice soit faite.
Titan pensa à Emily, à la justice qu'il n'avait jamais obtenue, au monstre qui avait enlevé sa fille et qui était toujours libre quelque part, à la recherche d'une nouvelle proie. Je suis heureux que nous ayons pu aider, dit-il doucement. Où est-ce la petite Lily? Avec ses parents, au bureau de sécurité. Sa mère n'arrête pas de pleurer. Son père voulait venir ici, et je peux l'imaginer. Viendrez-vous faire une déposition complète? Nous aurons besoin de tout ce que la petite vous a dit sur la façon dont vous avez localisé le suspect. Nous viendrons tous. Tout ce dont vous avez besoin. Alors que les policiers faisaient monter Gerald Whitmore à l'arrière d'une voiture de patrouille, Titan resta debout à les regarder. L'homme qui avait traqué des enfants pendant des décennies semblait petit et pathétique. Son costume bleu était froissé et sa cravate rouge de travers. Ses lunettes en or avaient disparu, tombées lors de sa brève tentative de fuite. C'était le monstre qui avait terrorisé Lily Harper, qui lui avait volé son innocence et avait tenté de s'approprier son avenir. Et aujourd'hui, ses jours de chasse étaient terminés. Mais alors que la voiture de police s'éloignait, Titan ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas la fin. Gerald Whitmore faisait partie d'un réseau, d'une organisation de prédateurs qui partageait des informations, des techniques et des cibles. Ce n'était qu'un monstre parmi d'autres. Combien d'autres y avait-il encore? Sa radio grésilla. La voix de Bear était tendue par l'émotion. Titan, tu dois venir au bureau de la sécurité. Il y a quelque chose que tu dois voir. Qu'est-ce que c'est? Viens voir par toi-même. Et apporte quelque chose à boire, mon frère, parce que ce que je viens de découvrir va te donner envie de démolir tout ce fichu festival. Titan se mit en route vers le bureau de sécurité, l'esprit en ébullition. Qu'avait fait d'autre Gerald Whitmore? Et surtout, qui d'autre était impliqué? Les réponses le mèneraient dans des endroits plus sombres qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et avant que tout cela ne soit terminé, les Steel Wolves seraient confrontés à un choix qui définirait tout ce en quoi ils croyaient. Mais c'était le combat de demain. Aujourd'hui, une fillette de 6 ans nommée Lily Harper était en sécurité. Et parfois, cela devait suffire. Titan se fraya un chemin à travers la foule, ses longues enjambées réduisant la distance entre le zoo pour enfants et le bureau de sécurité. Son esprit était encore en train d'assimiler ce qui venait de se passer. Gerald Whitmore menotté, le tissu rose dans sa poche, le mandat dans 3 États. Mais les paroles de Bear résonnaient dans sa tête. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Apporte quelque chose pour frapper. Que pouvait-il bien y avoir d'autre? Il trouva Bear debout devant la remorque de sécurité, ses bras massifs croisés sur sa poitrine. Son visage était un masque de rage à peine contenu. Le grand homme avait combattu en Irak. Il avait vu des amis mourir. Il avait pris des vies et vivait avec ce poids. Titan ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Qu'y a-t-il? Bear ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de faire un signe de tête vers la porte de la remorque. À l'intérieur, mais serrez-vous, préparez-vous. Le bureau de sécurité était petit et exigu, dominé par un bureau couvert d'écrans montrant les images des caméras disséminées dans le parc des expositions. 2 jeunes agents de sécurité se tenaient contre le mur du fond, l'air pâle et malade. Une policière était assise au bureau, le visage sombre, et dans un coin, blotti sur un petit canapé, Lily Harper et ses parents étaient assis. La mère de Lily serrait sa fille si fort que cela semblait douloureux. Son visage était taché de mascara qui coulait sur ses joues à cause des pleurs. Le père de Lily se tenait derrière eux, une main sur l'épaule de sa femme, l'autre serrée en un poing qui tremblait d'une violence contenue. Mais c'est Lily qui attira l'attention de Titan. La petite fille leva les yeux lorsqu'il entra, et quelque chose changea dans son expression. Du soulagement, de la confiance, le genre de foi absolue que les enfants accordent à ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes. « Monsieur Titan, dit-elle doucement. « Salut, petite guerrière. » Il parvint à esquisser un petit sourire. « Ça va? » Elle acquiesça, puis enfouit son visage dans la poitrine de sa mère. Le policier se leva. « Monsieur Morrison, je suis le sergent Patricia Hayes. J'ai quelque chose à vous montrer. Bear a dit que c'était grave. Bear était généreux. Elle le conduisit au bureau et afficha quelque chose sur l'écran principal. Des images de vidéosurveillance datant de plus tôt dans la journée. Nous avons récupéré toutes les images des 6 dernières heures, expliqua Hayes, à la recherche de tout ce que Gerald Whitmore a fait pendant qu'il était ici. Regardez. Elle appuya sur Play. Les images montraient Gerald entrant dans le parc d'attractions à 17h47. Il marchait lentement, d'un air décontracté,
s'arrêtant de temps en temps pour regarder les stands des vendeurs ou observer les jeux de carnaval. Un comportement normal, rien de suspect. Puis, son comportement changea. Là, dit Hayes en pointant du doigt, vous voyez comment il change de direction. Gerald s'était arrêté près du carrousel. Il tourna la tête, suivant quelque chose du regard. Quelqu'un, un enfant. Il suit ce petit garçon pendant 8 minutes, dit Hayes d'une voix tendue. Il s'approche à moins de 3 mètres à 3 reprises. Puis le père du garçon arrive et Gerald s'éloigne. Elle avance rapidement. En voici un autre. Une petite fille, peut-être 7 ans. Il la suit du stand de glace à l'eau jusqu'aux toilettes, attend dehors pendant 4 minutes. Quand elle ressort avec sa mère, il s'en va. Elle avance encore, puis encore et encore. Titan sentit son estomac se nouer en voyant Gerald Whitmore traquer systématiquement les enfants, les uns après les autres, pendant le festival d'été du comté de Crawford. Il testait les approches, évaluait les niveaux de surveillance, cherchait la victime parfaite. Combien? Demanda Titan d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 17 enfants que nous pouvons identifier. Il a abordé et suivi 17 enfants différents en l'espace de 5 heures. Bon sang, ça empire. Hayes afficha une autre vidéo. Celle-ci montrait la zone près du stand de limonade où Lily disait avoir attendu ses parents. Regarde ça. Mais Gerald apparut au bord du cadre. Il s'arrêta, son attention immédiatement fixée sur quelque chose hors champ. Son attitude changea complètement, de manière subtile mais indéniable pour quiconque savait où regarder. Le prédateur avait trouvé sa proie. Il s'approcha et lui parla. La conversation dura peut-être 30 secondes avant qu'une petite silhouette blonde, Lily, secoue la tête et recule. Gerald sourit, hocha la tête et s'éloigna. Mais il ne partit pas loin. Il fit 4 fois le tour du stand au cours des 20 minutes suivantes, dit Hayes, la gardant toujours à l'œil, attendant le moment propice. Les images montraient Lily se dirigeant vers les toilettes portables. Gerald la suivait à distance, puis bifurqua vers la zone familiale où les sacs à dos et les sacs étaient rangés sur un rack. Là, Hayes désigna. La main de Gerald plongea dans un sac à dos rose, rapide, habile, professionnel. Il en retira un petit objet, le glissa dans sa poche et s'éloigna. C'est alors que Lily sortit et l'aperçut. Titan a déclaré « Elle a eu de la chance. Si elle était sortie 30 secondes de plus tard, elle ne se serait jamais aperçue de rien et il serait revenu la chercher. » Titan s'est détourné de l'écran. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si intense qu'il avait l'impression d'avoir du feu dans les veines. Vous avez dit que c'était pire. Nous avons vérifié son numéro d'immatriculation et avons eu accès à son véhicule. Qu'avons-nous trouvé? Hayes marqua une pause, semblant rassembler ses esprits. Il y a un sac de voyage dans sa voiture, des vêtements pour enfants, 23 articles, de différentes styles, pour différents âges, pour garçons et filles, tous des sous-vêtements. La pièce devint silencieuse. 23, répéta Titan. Au minimum, ce ne sont que ceux qu'il a gardés, ses trophées. Derrière lui, la mère de Lily poussa un cri, entre sanglots et hurlements. Son mari la serra contre lui, le visage déformé par l'horreur et la rage impuissante. Il y a plus, continua Hayes, même si elle semblait préférer être ailleurs. Son téléphone. Nous avons obtenu un mandat en urgence. Il est connecté à un réseau en ligne, des forums privés, où des hommes comme lui partagent des informations, des photos, des vidéos, des profils de cibles. Des profils de cibles. Des fichiers sur les enfants qui les intéressent, leur description physique, leurs habitudes, où ils vivent, où ils vont à l'école, comment les approcher, comment les isoler. Titan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous me dites qu'il existe une base de données sur les enfants que ces monstres traquent? C'est exactement ce que je vous dis. Combien d'enfants y a-t-il dans cette base de données? Hayes croisa son regard, et à cet instant, Titan vit son propre horreur se refléter dans ses yeux. Des milliers. Le mot flottait dans l'air comme un poison. Le FBI prend le relais, dit Hayes. C'est plus gros que tout ce que nous pouvons gérer localement. Mais Monsieur Morrison, vous et vos hommes avez peut-être mis au jour quelque chose d'énorme aujourd'hui. Gerald Whitmore n'était pas seulement un prédateur. Il faisait partie d'un réseau, d'une organisation. Et maintenant que nous avons son téléphone, ses communications, ses contacts, vous pouvez trouver les autres. Nous pouvons essayer. Titan se retourna pour regarder Lily,
La petite fille qui avait couru vers des inconnus pour demander de l'aide parce que son professeur lui avait parlé d'un écusson sur un gilet en cuir. Cette enfant courageuse qui venait probablement de sauver d'innombrables autres enfants simplement en prenant la parole. Il s'approcha et s'agenouilla devant elle. Lily, regarde-moi. Elle leva la tête, les yeux rougis mais désormais secs. Ce que tu as fait aujourd'hui est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Tu me comprends? Tu ne t'es pas seulement sauvé toi-même. Tu as sauvé d'autres enfants aussi, beaucoup d'autres. Je l'ai fait. Tu l'as fait. Parce que tu as parlé, parce que tu as trouvé de l'aide, parce que tu ne l'as pas laissé gagner. La lèvre inférieure de Lily tremblait. J'avais tellement peur. Je sais. C'est ce qui rend cela courageux, d'avoir peur et de faire ce qu'il faut. Quoi qu'il en soit, son père s'avança. Sa voix était rauque lorsqu'il prit la parole. Monsieur Morrison, je ne sais pas comment vous remercier. Si elle ne vous avait pas trouvé, si vous ne l'aviez pas cru, si, dit Titan en se levant, ne me remerciez pas, remerciez votre fille. C'est elle qui a fait tout le travail. Mais vous l'avez écoutée. Savez-vous combien de personnes auraient simplement ignoré une enfant en pleurs, en supposant qu'elle inventait tout cela? Titan repensa à Emily, aux rapports qui avaient été remplis et ignorés, aux avertissements qui n'avaient pas été pris en compte, aux monstres qui continuaient à chasser parce que personne n'avait pris au sérieux une enfant effrayée. Trop nombreuse, dit-il doucement. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Sa radio grésilla, la voix de Shadow. Titan, nous avons un problème. Quel genre de problème? Gerald Whitmore n'est pas le seul dont nous devrions nous inquiéter. Je viens de parler aux fédéraux. Ils sont en train d'extraire les données de son téléphone et ils ont trouvé quelque chose. Quoi? Un autre membre de son réseau, quelqu'un qui lui envoie des messages depuis 2 heures. Titan sentit son sang se glacer. Des messages à propos de quoi? À propos de Lily. Gerald a envoyé sa photo au groupe de discussion à 11h15 ce matin. Il a demandé de l'aide pour l'acquérir. Quelqu'un a répondu qu'il se trouvait dans la région et qu'il pouvait l'aider. Tu veux dire qu'il y a un autre prédateur ici, à ce festival? C'est exactement ce que je te dis. Et Titan, les messages suggèrent qu'il a déjà pris contact avec un enfant. Un autre enfant. Au cours de la dernière heure, le monde semblait s'être réduit à un seul point. Un monstre était en détention, mais un autre était toujours en liberté. Toujours là parmi les barbes à papa et les manèges, traquant un enfant qui n'avait aucune idée du danger qui le guettait. Description: homme blanc, la trentaine avancée, cheveux bruns, portant un polo jaune, connu sous le nom de Phare dans le chat. J'y vais. Il se tourna vers Hayes. Il y en a un autre. Quelqu'un du réseau de Whitmore. Il est ici à ce festival en ce moment même. Hayes avait déjà la main sur sa radio. À toutes les unités, à toutes les unités. Nous avons un deuxième suspect potentiel sur les lieux. Titan n'attendit pas la suite. Il était déjà sorti et courait avant qu'elle ait fini de parler. Bear le suivait. « Tu as entendu? » demanda Titan. « J'ai entendu. Polo jaune, cheveux bruns, la trentaine bien avancée. Allons trouver ce salaud. » Ils se déplaçaient dans le festival comme des requins dans l'eau, leurs yeux scrutant chaque visage, chaque chemise, chaque interaction entre adultes et enfants. Les autres loups d'acier avaient reçu la même information et convergeaient de différentes directions. Un filet se refermait autour d'une proie qui ne savait pas qu'elle était traquée. Bear attrapa le bras de Titan près du vendeur de ballons. Titan cherchait le polo jaune, les cheveux bruns, la trentaine avancée. L'homme parlait à une femme qui tenait un enfant en bas âge. Son langage corporel était amical et ouvert. Trop amical, trop ouvert. C'est lui. On pourrait bien sûr être n'importe qui. Regarde sa main gauche. Bear regarda. La main gauche de l'homme était dans sa poche et tripotait quelque chose. Le même signe de nervosité que Gerald Whitmore avait montré. Fils de... Ne t'approche pas. Pas encore. Voyez s'il fait un geste. S'il est innocent, nous le laissons partir. S'il ne l'est pas, ils n'ont pas eu à attendre longtemps. L'homme a dit quelque chose à la femme, a souri et s'est éloigné. Mais il n'a pas quitté les lieux. Il a fait le tour derrière un stand de jeu et est réapparu de l'autre côté, les yeux rivés sur la femme et son enfant qui se dirigeaient vers la sortie. Puis son regard s'est déplacé, fixé sur autre chose. Un petit garçon, âgé d'environ 5 ans, se tenait seul près d'une poubelle, mangeant un corn dog,
regardant autour de lui avec l'expression confuse d'un enfant qui a perdu ses parents de vue. L'homme au polo jaune se mit à marcher vers lui. Bouge, dit Titan. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, rejoignant le garçon en même temps que l'homme. Titan s'interposa entre eux, son gabarit imposant bloquant toute approche. Salut mon petit, dit-il à l'enfant d'une voix douce. Oh, tu cherches ta maman et ton papa? Le garçon acquiesça, les yeux écarquillés. Ce n'est pas grave. On va t'aider à les retrouver. Comment tu t'appelles? Tyler. Enchanté, Tyler. Je m'appelle Titan. Voici Bear. On va rester ici avec toi jusqu'à ce que tes parents reviennent. D'accord. D'accord. L'homme au polo jaune s'était arrêté. Son expression passait de la confusion à l'irritation, puis à une panique soigneusement dissimulée. Il savait. Il savait qu'il avait été démasqué. Je peux vous aider? Demanda l'homme d'une voix tendue. Titan se retourna lentement, se plaçant complètement entre l'homme et l'enfant. Non, mais la police pourra peut-être vous aider. Je suis désolé. Polo jaune, la trentaine avancée, cheveux bruns. Vous correspondez à la description d'une personne recherchée dans le cadre d'une enquête en cours. Le visage de l'homme pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Parce qu'un homme nommé Gerald Whitmore vient d'être arrêté, et son téléphone montre qu'il a été en contact avec quelqu'un appelé Lighthouse, quelqu'un qui lui a proposé de l'aider à acquérir une cible. Je n'ai jamais entendu parler d'un certain Gerald Whitmore. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à attendre ici pendant que la police règle cette affaire. Les yeux de l'homme allaient et venaient, calculant ses options. Bear s'était déplacé pour le flanquer. D'autres Steel Wolves approchaient de différentes directions. « C'est fou, dit l'homme en élevant la voix. Je suis juste ici pour profiter de la foire. Vous ne pouvez pas me retenir. C'est du harcèlement. Alors appelez un avocat. Mais vous ne partirez pas tant que les flics ne vous auront pas innocenté. » Pendant un instant, l'homme sembla prêt à discuter. Puis ses épaules s'affaissèrent et Titan vit la résignation envahir son visage. Le même regard que Gerald Whitmore avait eu lorsqu'il avait réalisé que la partie était terminée. « Vous ne comprenez pas, dit l'homme doucement. Vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez arrêter Gerald. Cela n'a pas d'importance. Nous sommes des centaines, des milliers. Vous ne pourrez jamais nous arrêter. Peut-être pas tous, mais je vous arrêterai, moi, et j'arrêterai le prochain, et celui d'après, un monstre à la fois. Les policiers arrivèrent en quelques minutes, encerclèrent l'homme et le mirent en garde à vue. Une fouille de ses poches révéla un téléphone avec l'application de chat privé encore ouverte, les messages de Gerald Doux visibles à l'écran. Tyler. Une voix de femme coupa le bruit ambiant. Une jeune mère accourut et prit le petit garçon dans ses bras. « Oh mon Dieu, Tyler, je me suis retourné une seconde et tu avais disparu. »« Je vais bien, maman. Le grand monsieur m'a aidé. » Elle leva les yeux vers Titan, les larmes coulant sur son visage. « Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se serait passé si... Ne pensez pas à ce qui se serait passé. Il est en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Alors que le deuxième prédateur était emmené, Titan sentit une main se poser sur son épaule. Bear avait toujours le visage sombre, mais on pouvait lire une sorte de satisfaction dans ses yeux. « Deux, dit Bear, deux de ces salauds en une journée. Ça ne semble pas suffisant, ça ne l'est jamais. Mais ce sont deux personnes qui ne feront plus de mal à personne. Deux enfants de plus qui pourront grandir sans ce traumatisme. » Titan acquiesça lentement. Il pensa à Lily Annie, en sécurité avec ses parents, à Tyler, de retour dans les bras de sa mère, aux milliers d'enfants dans cette base de données traquée par des monstres qu'il n'avait jamais vus. « Nous devons faire plus, dit-il. Que veux-tu dire? Le programme des gardiens, ce n'est pas suffisant. Nous nous rendons à des événements. Nous gardons les yeux ouverts, mais nous sommes réactifs. Nous attendons que quelque chose se passe avant d'agir. Que suggères-tu? » Titan resta silencieux pendant un long moment, regardant la voiture de police s'éloigner avec le deuxième prédateur à l'intérieur. « Je ne sais pas encore, mais ce réseau, cette organisation de monstres, ils sont organisés. Ils partagent des informations. Ils se coordonnent. Ils se protègent les uns les autres. Et peut-être qu'il est temps que nous fassions la même chose. Pas seulement les Steel Wolves, mais tous les clubs qui gèrent des programmes Guardians. Et si nous les mettions en relation? Et si nous partagions des informations sur les prédateurs, sur leurs habitudes, sur les signes avant-coureurs? » Bear haussa les sourcils. « Tu parles de créer notre propre réseau.
Pourquoi pas? Ils en ont un. Pourquoi pas nous? Parce que c'est compliqué. Parce que les clubs ont des règles différentes. Parce que certains d'entre eux ne s'entendent pas vraiment. Alors nous les forçons à s'entendre pour le bien des enfants. Si un homme comme Gerald Whitmore peut coordonner ses actions avec des prédateurs d'autres États, pourquoi ne pourrions-nous pas coordonner les nôtres avec des protecteurs d'autres États? Bear resta silencieux un instant, réfléchissant, puis il acquiesça lentement. Ce n'est pas la chose la plus folle que tu aies jamais suggérée. Quelle était la plus folle? La fois où tu voulais traverser cet ouragan en Alabama. Malgré tout, Titan sentit un sourire fantomatique traverser son visage. Cela forgeait le caractère. C'était de la folie. C'était de la même chose. Ils retournèrent ensemble au bureau de sécurité, le festival continuant autour d'eux comme si de rien n'était. Les familles riaient, les enfants jouaient, la barbe à papa fondait sous la chaleur estivale. Mais Titan connaissait désormais la vérité. Des monstres se promenaient parmi ses familles. Ils observaient, ils attendaient, ils chassaient, et tant que chacun d'entre eux ne serait pas derrière les barreaux, son travail ne serait pas terminé. Son téléphone vibra. Un SMS du sergent Hayes, le FBI, veut vous parler. Ils disent que votre club pourrait avoir des contacts qui les aideraient à démanteler ce réseau. Pouvez-vous venir au poste ce soir? Il répondit par SMS. Nous y serons. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi que révèle cette enquête, les Steel Wolves en feraient une partie. Non pas en tant que justicier, ni en tant que hors-la-loi, mais en tant que gardien. Et que Dieu vienne en aide à tout prédateur qui croiserait leur chemin. Le poste du shérif du comté de Crawford était un bâtiment trapu en briques qui semblait n'avoir pas été rénové depuis les années 1970. Titan gara sa moto sur le parking à 20h47, suivi par le reste des Steel Wolves. Le soleil s'était couché une heure plus tôt, mais la chaleur s'accrochait encore à la chaussée comme une créature vivante. 2 SUV noirs immatriculés au niveau fédéral étaient garés près de l'entrée. Le FBI était arrivé. « Tu es sûr de toi? » demanda Bear en descendant de sa moto. « Les fédéraux ne sont pas vraiment connus pour être sympas avec les clubs de motards. Ils ont besoin de nous. Ça change la donne, non? » Titan ne répondit pas. Il se dirigeait déjà vers l'entrée, ses bottes résonnant lourdement sur le béton, son esprit passant en revue toutes les possibilités et implications. 2 prédateurs capturés en une journée. Un réseau de milliers de personnes. Et maintenant, le gouvernement fédéral voulait discuter. Quoi qu'il arrive ensuite, il était sûr d'une chose. Rien ne serait plus jamais pareil. Le sergent Hayes les accueillit à la porte. Ils sont dans la salle de conférence. Je vous préviens, ils examinent les dossiers depuis 3 heures. Ils sont intenses. Nous pouvons gérer l'intensité. Elle les conduisit dans un couloir étroit jusqu'à une pièce à peine assez grande pour accueillir la table en bois abîmée qui trônait dans son centre. 2 personnes en costume sombre se levèrent lorsque Titan entra. Une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux gris tirés en arrière, en un chignon sévère. Un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné, comme quelqu'un qui a passé trop d'années à traquer des monstres. « Monsieur Morrison, dit la femme en lui tendant la main, « je suis l'agent spécial Diana Reeves. Voici l'agent spécial Marcus Cole. Nous dirigeons l'unité des crimes contre les enfants du FBI. » Titan lui serra la main, remarquant sa poigne ferme et l'intelligence vive dans ses yeux. « Que voulez-vous de nous? Vous allez droit au but. J'apprécie cela. » Reeves leur indiqua les chaises. « Asseyez-vous, je vous prie. Cela va prendre un certain temps. » Ils s'assirent. Bear se plaça près de la porte, les bras croisés, le visage impassible. Les autres loups d'acier attendaient dehors, mais Titan savait qu'ils étaient en alerte, prêts à intervenir. L'agent Cole ouvrit un ordinateur portable et le tourna vers Titan. « Ce sur quoi vous êtes tombé aujourd'hui n'est pas un groupe aléatoire de prédateurs. C'est une organisation. Ils se font appeler le Collective Lighthouse. »« Lighthouse », répéta Titan. C'était le pseudonyme du deuxième homme. C'est leur symbole, leur philosophie. Ils se considèrent comme des phares qui se guident mutuellement vers ce qu'ils veulent. Des enfants, des enfantes. La voix de Cole était plate, empreinte de dégoût. Le réseau existe depuis au moins 15 ans. Il compte des membres dans 47 États et 12 pays. Ils partagent des techniques d'information, des profils de cibles. Ils s'avertissent mutuellement des activités des forces de l'ordre. Ils se fournissent des alibis les uns aux autres. Reeves se pencha en avant. Gerald Whitmore est membre depuis 11 ans. Pendant cette période, nous pensons qu'il a fait au moins 34 victimes, voire plus.
Titan sentit ses mains se crisper sous la table. Dont nous avons connaissance. L'homme que vous avez arrêté aujourd'hui, Richard Byrne, est actif depuis 6 ans, avec 14 victimes confirmées, et ils travaillaient ensemble aujourd'hui. Ils communiquent par des canaux cryptés. Lorsqu'un membre identifie une cible potentielle, il peut demander l'aide d'autres membres dans la région. Byrne répondait à la demande de Whitmore. Une aide à l'acquisition, dit Titan, se souvenant des paroles de Shadow. C'est ce que disait le message. C'est le terme qu'ils utilisent. Comme s'ils faisaient leur course plutôt que de chasser des enfants. La pièce devint silencieuse. Titan pouvait entendre les ours respirer lentement derrière lui et contrôler le son d'un homme qui retenait sa rage par la seule force de sa volonté. « Pourquoi nous dites-vous cela ?» demanda Titan. « Vous auriez pu simplement prendre nos dépositions et nous renvoyer chez nous. » Reeves et Cole échangèrent un regard. Quelque chose passa entre eux, une décision et un accord. Parce que nous avons besoin d'aide, admit Reeves, le collectif Lighthouse nous échappe depuis 15 ans. Chaque fois que nous nous rapprochons, ils se dispersent. Ils ont des protocoles pour cela, des systèmes d'alerte, des plans d'évasion. Nous avons arrêté des dizaines de membres, mais nous n'avons jamais réussi à démanteler le noyau dur. Et vous pensez que nous pouvons vous aider? Cole a ouvert un autre écran sur son ordinateur portable. Le programme Guardians of the Innocent, votre réseau de clubs de motards. Vous avez des sections dans 38 États, des membres qui participent à des événements communautaires, des activités scolaires, des rassemblements publics, des membres qui observent et signalent. Nous ne sommes pas des espions. Non, vous êtes des observateurs. Et vous avez établi des relations dans les communautés que les forces de l'ordre n'ont jamais pu établir. Les gens vous font confiance. Ils vous parlent. Les enfants viennent vous demander de l'aide, comme Lily l'a fait aujourd'hui. Exactement comme Lily l'a fait aujourd'hui. Reeves s'est penché en arrière sur sa chaise. Nous proposons un partenariat, un partage d'informations. Lorsque vos membres voient quelque chose de suspect, ils le signalent via un canal sécurisé que nous leur fournissons. Lorsque nous identifions des menaces potentielles, nous alertons vos sections dans ces régions. Bear a pris la parole pour la première fois. Vous voulez nommer adjoint un groupe de motards? Je veux utiliser toutes les ressources disponibles pour protéger les enfants. Les approches traditionnelles ne fonctionnent pas. 15 ans, a dit l'agent Cole. 15 ans que ce réseau opère, grandit et fait du mal aux enfants. Si des partenariats non conventionnels peuvent faire la différence, je suis prêt à essayer. Son Titan resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant. L'offre était importante, sans précédent. Elle changerait complètement la nature du programme des gardiens, mais c'était aussi une opportunité, une chance de faire plus que simplement réagir aux menaces, une chance de traquer les chasseurs. Et le reste du réseau, demanda-t-il. Whitmore et Byrne sont en détention, mais vous avez dit qu'il y avait des milliers de membres. C'est l'autre chose dont nous voulions discuter. Cole tapa quelque chose sur son ordinateur portable et une nouvelle image apparut à l'écran. Lorsque nous avons accédé au téléphone de Whitmore, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu. L'image montrait un historique de discussion, des messages entre Whitmore et quelqu'un dont le pseudonyme était Architect. Architect est le fondateur du Lighthouse Collective, expliqua Cole. Il a créé le réseau, le dirige et en fixe les règles. Personne ne connaît sa véritable identité. Les membres communiquent uniquement par des canaux cryptés en utilisant des pseudonymes. Mais Whitmore était différent. Il était l'un des membres fondateurs. Lui et Architect se connaissaient depuis le début, et dans leur conversation privée, Architect a laissé échapper quelque chose. Cole zooma sur un message datant d'il y a 3 semaines. Titan le lut et son sang se glaça. L'expansion dans le Tennessee se passe bien. Notre ami dans le comté de Crawford nous a été d'une aide précieuse. Le comté de Crawford, dit lentement Titan, c'est ici. Whitmore n'était pas le seul membre du réseau à opérer dans cette région. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'Architect appelle notre ami, quelqu'un qui les a aidés à s'implanter ici. Savez-vous qui c'est? Pas encore, mais nous pensons que c'est quelqu'un de la région, quelqu'un qui a accès aux enfants, quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Les implications frappèrent Titan comme un coup physique, un prédateur infiltré dans cette communauté, quelqu'un en qui les gens avaient une confiance, quelqu'un qui opérait sous le nez de tout le monde, aidant des monstres comme Whitmore à trouver des victimes. Comment les trouver? C'est là que vous intervenez. Reeves sortit d'un dossier et le fit glisser sur la table.
Voici les profils de tous les délinquants sexuels enregistrés dans le comté de Crawford. Toutes les personnes ayant des antécédents de crimes contre des enfants. Toutes les personnes qui ont suscité des soupçons, mais qui n'ont pas été inculpées. Titan ouvrit le dossier. Des dizaines de visages le fixaient. Des hommes de tous âges, de tous horizons, occupant toutes sortes de positions dans la communauté. Enseignants, entraîneurs, ministres, hommes d'affaires. Nous avons besoin que vos hommes les surveillent, poursuivit Reeves, qu'ils documentent discrètement leurs déplacements, leurs contacts, toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent régulièrement. Nous recherchons des schémas, des liens, tout ce qui pourrait nous mener à l'ami de l'architecte. C'est de la surveillance, c'est de la protection. Chaque jour où cette personne reste en liberté est un jour de plus où elle peut faire du mal à des enfants. Un jour de plus où elle peut guider des prédateurs comme Whitmore vers de nouvelles victimes. Titan fixa les visages dans le dossier. L'une de ces personnes, peut-être plusieurs, faisait partie du réseau. Elle faisait partie de la machine qui broyait des enfants depuis 15 ans. Il pensa à Lily, à ses yeux terrifiés et à sa voix tremblante, aux mots qui avaient tout changé. « Monsieur, cet homme a pris mes sous-vêtements. » Il pensa à Emily. « J'ai besoin de vous poser une question, dit-il doucement. Reeves acquiesça. « Je vous écoute. » Il y a 15 ans, une fille nommée Emily Morrison a été enlevée chez elle en Arkansas. Elle avait 6 ans. Son affaire n'a jamais été résolue. L'expression des agents changea. Reeves reconnut la situation. « Votre fille, dit-elle doucement. Ma fille. J'ai passé 15 ans à essayer de retrouver l'homme qui l'avait enlevée. 15 ans à me heurter à des impasses et à des pistes sans issue. 15 ans à savoir qu'il était toujours là, toujours à la recherche d'une proie. Monsieur Morrison, faisait-il partie de ce réseau? L'homme qui a tué ma fille était-il membre du collectif Lighthouse? » Le silence s'éternisa. Cole et Reeves échangèrent un autre regard. Et cette fois, Titan vit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Il savait quelque chose. « Nous n'en sommes pas certains, » finit par dire Cole. « Mais il y a 6 mois, nous avons récupéré un serveur utilisé par le réseau. Il contenait des archives remontant à près de 2 décennies, des dossiers, des rapports, des discussions sur des acquisitions qui correspondaient à des dizaines d'affaires non résolues à travers le pays, y compris celle d'Emily. Il y avait un fil de discussion datant d'il y a 15 ans. Un membre en Arkansas demandait des conseils sur les techniques de surveillance d'une cible résidentielle. La chronologie correspond, le lieu correspond, mais nous ne pouvons pas prouver un lien direct sans plus de preuves. Les mains de Titan tremblaient maintenant. 15 ans de chagrin, de rage et de culpabilité. Tout cela se concentrait soudainement sur un seul point. Le réseau, le Lighthouse Collective, les monstres qui avaient enlevé sa fille. Donnez-moi le nom. Nous n'avons pas de nom. Le membre qui a publié ces messages utilisait un pseudonyme, Shepard. Nous n'avons jamais pu l'identifier, mais M. Morrison, Cole se pencha en avant, la voix intense. Si Shepard est toujours actif, s'il fait toujours partie du réseau, alors les informations que nous recueillons actuellement pourraient nous mener à lui. Le partenariat que nous vous proposons pourrait être la clé pour trouver le meurtrier de votre fille. La pièce semblait tourner. Titan agrippa le bord de la table, s'ancrant dans la réalité. Pendant 15 ans, il avait cherché. Pendant 15 ans, il avait échoué. Il avait fondé les Steel Wolves pour donner un sens à sa douleur. Il avait créé le programme Guardians parce qu'il n'avait pas pu sauver Emily, mais peut-être pouvait-il sauver d'autres enfants. Et maintenant, soudainement, contre toute attente, il y avait de l'espoir. « Je suis partant, dit-il. Quels que soient vos besoins, nous sommes partants. » La main de Bear se posa sur son épaule pour le stabiliser. « Titan, nous sommes partants, » répéta-t-il. « Nous tous. Chaque chapitre, chaque moteur. Si ce réseau a enlevé Emily, alors je vais le démanteler pièce par pièce jusqu'à ce que je trouve l'homme qui l'a tué et je vais m'assurer qu'il ne fasse plus jamais de mal à un autre enfant. » Reeves acquiesça lentement. « Alors mettons-nous au travail. » Les 3 heures qui suivirent furent consacrées à la planification et à la coordination. Des canaux de communication sécurisés furent mis en place. Des protocoles de contact furent définis. Les profils des cibles furent distribués aux membres des Steel Wolves à travers tout l'État. À minuit, le cadre du partenariat était en place et Titan avait une nouvelle mission. Non seulement protéger les enfants, mais aussi traquer les chasseurs. Alors qu'il sortait du poste, Bear prit Titan à part.
Tu vas bien, mon frère? Non, mais ça ira. Cette histoire avec Emily, ça pourrait te consumer. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est déjà le cas. Depuis 15 ans, ça me ronge de l'intérieur. Mais maintenant, j'ai une direction, une cible, quelque chose à faire à part simplement survivre à la culpabilité. Et si nous ne le trouvons pas, ce berger? Titan leva les yeux vers les étoiles. D'innombrables points lumineux dans l'obscurité. Au moins, je saurais que j'ai tout essayé, que je n'ai pas abandonné, que je me suis battu pour elle jusqu'au bout. Son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Tu fais une erreur. Nous savons qui tu es. Nous savons où tu roules. Recule maintenant ou tu le regretteras. Il le montra à Bear. L'expression du grand homme se durcit. On dirait qu'on a attiré leur attention. Tant mieux. Titan rangea son téléphone dans sa poche. Je veux qu'ils aient une pure. Je veux qu'ils regardent derrière eux. Je veux qu'ils sachent qu'on va les traquer. Et on n'arrêtera pas tant que chacun d'entre eux ne sera pas en prison ou 6 pieds sous terre. Ce n'est pas une menace que tu peux tenir tout seul. Je ne suis pas seul. J'ai 11 frères ici et des milliers d'autres à travers le pays. Et maintenant, j'ai le FBI. Il se dirigea vers sa moto. Le collectif Lighthouse opère dans l'ombre depuis 15 ans. Il est temps que quelqu'un allume la lumière. 3 jours plus tard, Titan se tenait dans le centre communautaire du comté de Crawford, face à une foule de près de 200 personnes. La nouvelle s'était répandue au sujet de ce qui s'était passé au festival, au sujet de Lily Harper, au sujet des motards qui l'avaient protégée, au sujet des prédateurs qui avaient été arrêtés. La ville voulait des réponses. Elle voulait comprendre comment des monstres avaient pu se promener parmi eux sans que personne ne s'en aperçoive. Elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour protéger ses enfants. Titan avait accepté de prendre la parole malgré son aversion naturelle pour l'attention publique, parce que le message était plus important que son confort. Je ne vais pas me tenir ici et vous dire que tout va bien. Il commença à parler d'une voix qui portait dans la salle bondée. Tout ne va pas bien. 2 hommes ont été arrêtés lors de votre festival, des hommes qui étaient venus ici spécialement pour traquer vos enfants. Et l'un d'eux le faisait depuis plus de 20 ans. Des murmures parcoururent la foule. Les parents serrèrent leurs enfants contre eux. Les grands-parents échangèrent des regards inquiets. Mais voici le problème. Ces hommes n'avaient pas l'air de monstres. Ils avaient l'air de personnes normales. Gerald Whitmore portait un beau costume et arborait un sourire amical. Richard Byron ressemblait à un voisin. C'est ainsi qu'ils opèrent. C'est ainsi qu'ils ont toujours opéré. Alors, comment protéger nos enfants? Une femme a demandé. Comment savoir à qui faire confiance? Vous leur apprenez à s'exprimer. Vous leur apprenez que si quelque chose leur semble anormal, ça, est probablement le cas. Vous leur apprenez qu'il y a des gens qui les écouteront, qui les croiront, qui les aideront. Il a montré l'écusson Guardian sur son gilet. Une fillette de 6 ans nommée Lily a vu cet écusson et s'est souvenue de ce que son enseignante lui avait dit. Si jamais elle avait des ennuis, les personnes portant ce symbole l'aideraient. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans la pire situation de sa vie, elle a couru vers nous au lieu de s'enfuir. C'est grâce au courage de cette petite fille que Gerald Whitmore est en prison ce soir. C'est grâce à son courage que Richard Byrne fait l'objet de poursuites judiciaires. C'est grâce à son courage que nous avons découvert un réseau de prédateurs qui fait du mal aux enfants depuis 15 ans. Un réseau? A crié quelqu'un. Quel réseau? Titan a pris une inspiration. Il en avait discuté avec le FBI. Ils avaient convenu qu'une divulgation contrôlée pourrait aider, encourager d'autres victimes à se manifester et pousser le réseau à commettre des erreurs. Les hommes qui ont été arrêtés font partie d'une organisation. Ils partagent des informations sur les enfants. Ils s'entraident pour trouver des victimes. Ils opèrent dans tout le pays depuis des années. La salle s'est enflammée. Des cris d'indignation, des crises de peur, des parents exigeant de savoir si leurs enfants étaient en sécurité. Titan a levé la main et lentement, le bruit s'est calmé. Je sais que c'est effrayant. Cela devrait être effrayant, mais avoir peur n'aide pas vos enfants. Être vigilant, oui. Être informé aide. Être prêt à écouter vos enfants lorsqu'ils vous disent que quelque chose ne va pas aide. C'est cela qui fait de la différence. Que comptez-vous faire à ce sujet? Demanda un homme assis au fond de la salle. Vous en avez arrêté 2. Et les autres? Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour identifier et arrêter tous les membres de ce réseau,
Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de l'aide de la communauté. Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le. Si votre enfant vous dit qu'un adulte le met mal à l'aise, prenez cela au sérieux. Si vous avez des informations sur une personne qui pourrait être impliquée dans des crimes contre des enfants, signalez-le. Une femme âgée s'est levée, la voix tremblante. Mon petit-fils, il y a 3 ans, il m'a dit qu'un homme à son école lui faisait peur. Je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'il exagérait. Je lui ai dit d'être poli avec les adultes. Des larmes coulaient sur son visage. Et si je m'étais trompé? Et si j'avais ignoré quelque chose que je n'aurais pas dû ignorer? Tita descendit de la petite scène et s'approcha d'elle. Il prit ses mains dans les siennes, celles de cette grand-mère tremblante de culpabilité et de peur. Madame, vous ne saviez pas. Aucun d'entre nous ne savait à quel point ces monstres étaient organisés, prudents et habiles à se cacher. Mais maintenant, vous le savez. Et maintenant, vous pouvez agir différemment. Que dois-je faire? Parlez à votre petit-fils, interrogez-le sur cet homme. Écoutez tout ce qu'il vous dira, même si cela vous met mal à l'aise, puis appelez le numéro indiqué sur les tracts que nous distribuons. Il s'est retourné vers la foule. C'est ce que nous devons tous faire. Nous commençons à écouter. Nous commençons à observer. Nous commençons à protéger nos enfants avec le même dévouement que ces prédateurs utilisent pour leur faire du mal. La réunion s'est poursuivie pendant 2 heures. Des questions ont été posées et des réponses ont été données. Les craintes ont été abordées. Des plans ont été élaborés. À la fin, quelque chose avait changé dans le comté de Crawford. Le choc et l'horreur s'étaient transformés en autre chose. De la détermination, de la résolution. Une communauté qui prenait conscience d'une menace qu'elle avait trop longtemps ignorée. Alors que la foule se dispersait, un homme s'approcha de Titan. La cinquantaine bien avancée, bien habillée, les cheveux argentés et une montre de luxe au poignet. Il tendit la main avec le sourire exercé d'un politicien. « Monsieur Morrison, je suis Warren Fitzgerald. Je fais partie de la commission du comté. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. » Titan lui serra la main, faisant simplement ce qu'il fallait faire. C'est tout de même remarquable. 2 prédateurs capturés en une seule journée. Et maintenant, ce partenariat avec le FBI. Fitzgerald secoua la tête. Vous avez accompli plus en une semaine que nos autorités locales en plusieurs années. La menace exigeait une réponse sérieuse. En effet, j'aimerais discuter des moyens par lesquels le comté pourrait soutenir votre organisation à l'avenir. Peut-être autour d'un dîner, un de ces jours. Je connais plusieurs chefs d'entreprise qui seraient intéressés par votre cause. Quelque chose dans l'attitude de Fitzgerald mit Titan en alerte. Le sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, les questions qui semblaient destinées à obtenir des informations plutôt qu'à exprimer un intérêt sincère. J'apprécie votre offre. Laissez-moi y réfléchir. Bien sûr. Voici ma carte. Fitzgerald glissa une carte de visite dans la main de Titan. Appelez-moi quand vous voulez. Et Monsieur Morrison, soyez prudent. Les hommes qui chassent les prédateurs deviennent parfois eux-mêmes des proies. Il s'éloigna avant que Titan n'ait pu répondre. Bear apparut à côté de Titan. Qui était ce commissaire du comté? Warren Fitzgerald. Il semblait sympathique. Trop sympathique. Titan fixa la carte de visite. Vérifiez ses antécédents. Faites une enquête approfondie. Trouvez tout ce que vous pouvez. Vous pensez qu'il est impliqué? Je pense que quelqu'un dans cette communauté aide le réseau. Quelqu'un qui a accès à des informations. Quelqu'un au-dessus de toute soupçon. Il mit la carte dans sa poche. Et je pense que nous venons d'obtenir notre première piste sérieuse. Son téléphone vibra. Un autre SMS provenant du numéro inconnu. Dernier avertissement. Abandonnez. Les enfants que vous essayez de sauver souffriront si vous ne le faites pas. Titan le montra à Bear, puis tapa une réponse. Non, venez me chercher. Il appuya sur Envoyer et leva les yeux vers le centre communautaire où les familles continuaient de sortir dans la nuit, serrant leurs enfants contre elles, comprenant enfin le danger auquel elles étaient confrontées. Le Lighthouse Collective l'avait avait menacé les enfants qu'il essayait de protéger. C'était leur erreur, car désormais, il ne s'agissait plus seulement de justice, il ne s'agissait plus seulement de trouver le meurtrier d'Emily. Il s'agissait de protéger tous les enfants de cette ville, de cet État, de ce pays, contre des monstres qui opéraient dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Et Titan brûlerait tout ce qu'ils avaient construit pour y parvenir, quel qu'en soit le prix.
Les résultats de l'enquête menée par Bear sur Warren Fitzgerald arrivèrent 3 jours plus tard et ils changèrent tout. Tu dois voir ça. Bear posa un dossier sur la table devant Titan. Il se trouvait dans l'arrière-salle d'un restaurant à la périphérie du comté de Crawford, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où les conversations restaient privées. Titan ouvrit le dossier. La première page était un résumé biographique standard. Warren Fitzgerald, 58 ans, commissaire du comté depuis 12 ans, marié 2 fois, divorcé 2 fois, sans enfants, propriétaire de Fitzgerald Properties, l'une des plus grandes sociétés immobilières de la région. Continue à lire, dit Bear. Ah oui, c'est ça, ben. La deuxième page énumérait les biens immobiliers de Fitzgerald, des immeubles commerciaux, des complexes résidentiels, des terrains vacants et un bien qui fit froid dans le dos à Titan. Il est propriétaire du bâtiment où Gerald Whitmore séjournait. Et pas seulement de ce bâtiment, il possède 6 propriétés qui ont été louées à des délinquants sexuels enregistrés au cours de la dernière décennie. 6 prédateurs différents, tous vivant dans des bâtiments appartenant à Warren Fitzgerald. Titan leva les yeux. Cela pouvait être une coïncidence. Les propriétaires immobiliers ne savaient pas toujours qui sont leurs locataires. C'est ce que je pensais. J'ai donc creusé davantage. Bear sortit une autre feuille. La société de Fitzgerald possède une filiale, une société de gestion immobilière qui s'occupe de la location pour les locataires à haut risque. Elle est spécialisée dans la recherche de logements pour les personnes qui ont des difficultés à louer par les voies normales, notamment les délinquants sexuels. Mais voilà le problème. La filiale ne se contente pas de leur trouver un logement. Elle leur fournit des références, de faux antécédents professionnels, des documents qui les aident à passer les vérifications d'antécédents pour des emplois près des écoles, des églises, des centres communautaires. Les implications frappèrent Titan comme un train à grande vitesse. Il ne se contente pas de les loger, il les aide à se cacher. Et il y a pire. La voix de Bear était sinistre. J'ai trouvé des documents financiers, des paiements de Fitzgerald vers des comptes offshore qui remontent au même serveur que ceux identifiés par le FBI comme appartenant au Lighthouse Collective. Il les finance. Il est l'un d'entre eux. Titan Warren Fitzgerald n'est pas seulement l'ami de l'architecte dans le comté de Crawford. D'après la trace laissée par l'argent, il pourrait être lui-même l'architecte. Titan fixait les documents, l'esprit en ébullition. Le commissaire du comté, un homme qui avait serré la main des parents et promis de protéger leurs enfants. Un homme qui allait à l'église tous les dimanches et faisait des dons à des associations caritatives pour enfants. Un monstre caché à la vue de tous. Le FBI est-il au courant? J'ai tout envoyé à l'agent Reeves il y a 1 heure. Elle est en train d'obtenir des mandats. Combien de temps? Elle a dit 48 heures minimum. Ils doivent monter un dossier en béton. Fitzgerald a des avocats, des relations, des ressources. S'ils agissent trop vite, ils pourraient s'en tirer grâce à un détail technique. 48 heures. Ce sont 48 heures qu'il pourrait utiliser pour détruire des preuves, avertir son réseau, disparaître. Je sais, mais quelle est l'alternative? On ne peut pas simplement l'arrêter dans la rue. Le téléphone de Titan vibra. Un SMS de Shadow. Il se passe quelque chose chez les Harper. Tu dois venir tout de suite. Son estomac se noua. Lily. 20 minutes plus tard, la moto de Titan freina brusquement devant la résidence des Harper. 2 voitures de police étaient déjà là, gyrophares allumés. Une petite foule s'était rassemblée sur le trottoir. Les voisins observaient la scène avec des expressions inquiètes. Shadow le rejoignait au bord du trottoir. Quelqu'un s'était introduit dans la maison environ 1 heure auparavant. La famille n'était pas à la maison, Dieu merci. Qu'ont-ils pris? Rien, mais ils ont laissé quelque chose. Shadow le conduisit à l'arrière de la maison où le sergent Hayes montait la garde devant une fenêtre brisée. Des éclairs de verre jonchaient le sol. La porte arrière était ouverte. Monsieur Morrison, le visage de Hayes était pâle. Vous devez voir ce qu'il y a à l'intérieur. La table de la cuisine avait été débarrassée. À sa place se trouvait une seule photo de Lily Harper, prise lors du festival, marchant vers le stand de limonade. Un cercle rouge avait été tracé autour de son visage. Sous la photo, écrit au marqueur noir. « On vous avait dit d'arrêter !» Les mains de Titan tremblaient lorsqu'il prit la photo. La rage et la peur se disputaient en lui, chaque émotion luttant pour prendre le dessus. Où est-ce la famille? Au poste, nous les avons placés en détention préventive jusqu'à ce que nous découvrions qui a fait ça. C'était le réseau, le collectif Lighthouse. C'est une vengeance pour ce qui s'est passé au festival.
C'est ce que nous avons supposé, mais le prouver est une autre affaire. Où est-ce Fitzgerald? Hayes fronça les sourcils. Le commissaire, il est dans son bureau, je suppose. Pourquoi? Titan ne répondit pas. Il marchait déjà vers sa moto, sortant son téléphone pour appeler l'agent Reeves. Elle répondit dès la première sonnerie. J'allais justement t'appeler. Nous avons un problème, je sais. Quelqu'un s'est introduit chez Lily Harper et a laissé une photo menaçante. C'est pire que ça. 3 autres familles ont été prises pour cible au cours de la dernière heure. Les enfants de la famille Jesus faisaient une partie des 17 personnes que Gerald Whitmore a harcelées au festival. Quel message menaçant! Du vandalisme. Une famille a trouvé un animal mort sur son porche avec une note disant « Cela pourrait être votre enfant ». Le réseau ne se contente pas de riposter contre vous, Monsieur Morrison. Il terrorise tous ceux qui pourraient coopérer à notre enquête. Vous devez passer à autre chose, Fitzgerald. Maintenant, ce soir. Nous ne sommes pas prêts. Les mandats. Des gens sont en danger. Des enfants sont en danger. Si vous attendez 48 heures, quelqu'un va être blessé. La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Puis Reeves soupira. Je vais voir ce que je peux faire. Mais Morrison, ne confrontez pas Fitzgerald vous-même. S'il est l'architecte, il est dangereux. Plus dangereux que tous ceux que nous avons rencontrés en 15 ans d'enquête sur ce réseau. Je comprends. Et vous? Parce que j'ai lu votre dossier, je sais ce qui est arrivé à votre fille. Je sais que vous attendez depuis 15 ans une chance de vous venger de l'homme responsable. Mais si vous vous en prenez à Fitzgerald avant que nous soyons prêts, vous pourriez détruire toute notre affaire. Vous pourriez laisser tous les prédateurs de ce réseau en liberté. Titan ferma les yeux. Le visage d'Emily lui apparut. Son sourire, son rire, la façon dont elle courait vers lui quand il rentrait de mission. Les souvenirs qui le hantaient, le fantôme qui le poussait à agir. Je ne m'occuperai pas de Fitzgerald, pas encore, mais j'ai besoin d'une contrepartie. Laquelle? La protection des familles. Une vraie protection. Pas seulement des voitures de patrouille qui passent toutes les quelques heures. Je veux des gardes armés, des refuges, tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de ces enfants jusqu'à ce que vous puissiez agir. Cela représente beaucoup de ressources. Ces gens nous ont fait confiance. Ils se sont manifestés parce que nous leur avons dit qu'ils pouvaient parler en toute sécurité. Si nous laissons le réseau les terroriser pour les réduire au silence, nous ne valons pas mieux que les prédateurs que nous traquons. Une autre pause. Alors je m'en occuperai. Mais Morrison, reste loin de Fitzgerald. Promets-le-moi. Je te le promets. Il raccrocha et vit Bear qui l'observait d'un œil entendu. Tu ne vas pas rester loin de lui, n'est-ce pas? J'ai promis de ne pas m'en prendre à lui. Je n'ai pas promis de ne pas le surveiller. Bear acquiesça lentement. Où veux-tu qu'on soit? Je veux que Fitzgerald soit surveillé 24 heures sur 24. Discrètement, ne lui laisse pas savoir qu'on le surveille. S'il essaye de s'enfuir, s'il essaye de détruire des preuves, s'il fait le moindre geste envers un enfant, on le neutralise. Au diable, le FBI. Et s'il est innocent? Titan regarda la photo, toujours serrée dans sa main. Le visage de Lily était entouré en rouge. Une fillette de 6 ans marquée par la terreur parce qu'elle avait eu le courage de parler. Il n'est pas innocent. Les hommes comme lui ne sont jamais innocents. La semaine suivante fut chaotique. Le FBI agit plus vite que prévu, obtenant des mandats d'urgence en raison de l'escalade des menaces. Le bureau de Fitzgerald fut perquisitionné. Ses ordinateurs furent saisis. Ses propriétés furent fouillées. Ce qu'ils trouvèrent était pire que ce que tout le monde avait imaginé. 23 victimes, a déclaré l'agent Reeves à Titan lors d'une réunion privée au poste du shérif. 23 enfants dans 8 États sur une période de 15 ans, et ce n'est que Gerald Whitmore. Les dossiers de Fitzgerald suggèrent qu'il a facilité des crimes contre des centaines d'autres. Facilité comment il a mis en relation les prédateurs et les victimes. Sa société de gestion immobilière était une façade, une chambre de compensation où les membres du réseau pouvaient trouver des logements près des écoles, des emplois avec accès aux enfants, des communautés avec une surveillance faible. Il était le connecteur, le facilitateur, l'homme qui rendait tout possible, et Shepard, celui qui a peut-être enlevé Emily. Reeves a hésité. Nous avons trouvé des références à Shepard dans les dossiers de Fitzgerald. Des communications remontant à 17 ans, mais Fitzgerald n'était pas Shepard lui-même. Il était le manipulateur de Shepard. La personne qui dirigeait ses activités,
choisissait ses cibles, l'aidait à éviter d'être repéré. Fitzgerald sait-il qui est vraiment Shepard? Si c'est le cas, il ne le dit pas. Il a fait appel à un avocat dès que nous l'avons arrêté. Il n'a pas dit un mot depuis. Alors faites-le parler. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons des règles, des procédures, des droits auxquels même les monstres ont droit. Ces monstres n'ont accordé aucun droit à Emily. Ils n'ont accordé aucun droit à Lily. Ils n'ont pas. Je sais. La voix de Reeves était douce mais ferme. Je sais ce qu'ils ont fait. Je sais à quel point vous voulez des réponses. Mais si nous prenons des raccourcis, si nous violons ses droits, ces avocats feront tout rejeter. Il sera libéré et tous les autres prédateurs de ce réseau s'inspireront de son exemple. Titan voulait discuter, voulait se mettre en colère, voulait démolir les murs de ce commissariat, trouver Warren Fitzgerald et le faire parler par la seule force de sa volonté. Mais il savait que Reeves avait raison. La loi était lente et imparfaite et donnait souvent l'impression de protéger davantage les coupables que les innocents. Mais c'était tout ce qu'ils avaient. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, nous montons notre dossier. Fitzgerald sera mis en accusation demain. Les preuves dont nous disposons sont suffisantes pour le maintenir en détention, mais le procès pourrait durer des mois, voire des années. Pendant ce temps, nous continuerons à travailler sur le réseau, à identifier ses membres, à préparer le jour où nous pourrons démanteler toute l'organisation. Et Shepard, je n'arrêterai pas de chercher. Je vous promets que ce n'était pas suffisant. Cela ne serait jamais suffisant. Mais pour l'instant, c'était tout ce que Titan pouvait retenir. La réunion communautaire 2 jours plus tard a attiré 3 fois plus de monde que la première. La nouvelle concernant Fitzgerald s'était répandue comme une traînée de poudre. Le commissaire du comté, pilier de la communauté, s'était révélé être un monstre qui avait passé des décennies à aider des prédateurs à faire du mal à des enfants. Les gens étaient en colère, effrayés, à la recherche de quelqu'un à blâmer. Et tous ne blâmaient pas les prédateurs. C'est votre faute. Un homme assis près de l'avant de la salle se leva et pointa Titan du doigt. C'est toi qui as attiré l'attention sur notre communauté. Tu as semé le trouble, là où il aurait mieux valu ne rien faire. Maintenant, les agences du FBI envahissent la ville. Les journalistes appellent chez nous. Nos enfants ont peur de sortir. Tes enfants devraient en avoir peur. Titan répondit calmement. Pas des étrangers, mais des gens qui leur faisaient du mal sous votre nez. Ce sont des absurdités de justiciers. Vous n'êtes pas des flics. Vous n'êtes pas du FBI. Vous êtes une bande de voyous à moto qui pensent pouvoir jouer les héros. Eh bien, regardez ce que vos exploits nous ont apporté. Le chaos, la peur et une communauté déchirée. Auriez-vous préféré que nous ne fassions rien et que Lily Harper soit enlevée par Gerald Whitmore pendant que vous regardiez ailleurs? Le visage de l'homme s'est assombri. Ce n'est pas ce que je... C'est exactement ce que vous voulez dire. Le père de Lily s'est levé de l'autre côté de la pièce, la voix tremblante d'émotion. Ma fille a couru vers ces hommes parce qu'elle savait qu'ils l'aideraient. Elle avait raison. Ils ont arrêté un monstre. Ils lui ont sauvé la vie. Et si cela vous met mal à l'aise pendant un certain temps, tant pis. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. L'homme en colère s'assit, toujours furieux, mais en minorité. Titan s'avança. Je comprends que ce soit difficile. Je comprends que vous ayez peur, que vous soyez en colère et que vous cherchiez des réponses. Mais l'ennemi n'est pas les personnes qui ont révélé la vérité. L'ennemi, c'est le réseau de prédateurs qui opèrent dans l'ombre depuis des années. Les hommes qui ont fait du mal à vos enfants. L'homme qui les a aidés à le faire. Comment savoir si c'est fini? Demanda une femme. Comment savoir s'il n'y en a pas d'autres comme Fitzgerald qui sont toujours en liberté? Il y en a probablement. C'est la triste vérité. Le Lighthouse Collective a des membres dans tout le pays. Nous en avons arrêté 2 ici, mais le réseau est toujours actif, toujours dangereux. Alors, que faire? Restez vigilants. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs. Apprenez à vos enfants à s'exprimer quand quelque chose leur semble anormal. Et vous soutenez les personnes qui tentent de traduire ces monstres en justice, comme votre club de motards, comme tous ceux qui sont prêts à s'interposer entre les prédateurs et les enfants. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des forces de l'ordre, mais nous sommes là et nous ne partirons pas. Après la réunion, une femme s'est approchée de Titan. Elle avait une trentaine d'années, les yeux fatigués et l'air épuisé de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Monsieur Morrison,
je m'appelle Sarah Chen. J'ai besoin de vous parler. Qu'en est-il de Gerald Whitmore? Sa voix se brisa légèrement. Mon fils, il y a 8 ans, mon fils a été l'une de ses victimes. Titan posa la main sur sa poitrine. Titan, je suis désolé. J'ai toujours su qu'il était quelque part. L'homme qui a fait du mal à mon fils. Je n'aurais jamais pensé obtenir des réponses. Et puis j'ai vu les informations. J'ai vu son visage. J'ai vu que quelqu'un l'avait enfin arrêté. Des larmes coulaient sur son visage. Je devais vous remercier, vous dire que ce que vous avez fait est important. Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, pour mon fils, c'est important. Votre fils? Comment va-t-il? Il a 22 ans maintenant. Il suit une thérapie, il se bat, mais il est en vie, il survit. Elle saisit la main de Titan. C'est grâce à vous, parce que vous avez cru une petite fille, parce que vous n'avez pas détourné le regard. Au cours de l'heure qui suivit, 7 autres familles trouvèrent Titan. 7 autres parents dont les enfants avaient été victimes de Gerald Whitmore ou d'autres comme lui. 7 autres histoires de douleur, de survie et de gratitude désespérée. À la fin, Titan se sentait vidé, épuisé par le poids de toute cette souffrance. Bear le trouva assis seul derrière le centre communautaire, le regard perdu dans le vide. Une nuit difficile, plus difficile que je ne l'avais prévu. Cette femme, Sarah Chen, son fils était la première victime confirmée de Whitmore. Je sais, il avait 8 ans, le même âge que Lily. Bear s'assit à côté de lui. J'ai pensé à Emily. Titan se raidit. Ne fais pas ça, je dois le faire parce que je la connaissais aussi. Je me souviens de ses fêtes d'anniversaire, de son rire, de la façon dont elle m'appelait Uncle Bear, même si je ne suis pas son oncle. Sa voix se fit plus rauque, elle méritait mieux. Ils méritaient tous mieux. Je sais. Mais renforce ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu fais depuis 15 ans. Ça aide. Peut-être pas assez, peut-être jamais assez, mais ça aide. Chaque enfant que nous protégeons est un enfant qui peut grandir. Chaque prédateur que nous arrêtons est un monstre de moins dans le monde. Ça ne la ramènera pas. Non, rien ne le fera. Mais ça honore sa mémoire. Ça donne un sens à sa mort. Et je pense que si Emily pouvait vous voir maintenant, elle serait fière. Titan sentit les larmes lui piquer les yeux. Il cligna des paupières pour les retenir, mais sa voix était rauque. Elle me manque tous les jours, je sais. Quand j'ai vu Lily au festival, terrifiée, demandant de l'aide. Pendant un instant, j'ai vu Emily. J'ai vu ma fille me demander de la sauver, me demander d'être le père que je n'avais pas pu être il y a 15 ans. Tu n'aurais pas pu sauver Emily. Tu n'étais pas là. Tu étais à l'étranger, au service de ton pays. J'aurais dû être là. Tu étais là où ton devoir t'avait envoyé. L'homme qui a enlevé Emily, c'est lui qui l'a laissé tomber, pas toi. Jamais toi. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. La nuit était calme à présent. La foule s'était dispersée, mettant fin au chaos de la semaine précédente, et un calme presque paisible s'était installé. Puis le téléphone de Titan vibra. Un SMS de l'agent Reeves Fitzgerald Powell. Elle donne des noms. Venez au poste immédiatement. Vous voudrez entendre ça. Titan se leva si vite qu'il faillit trébucher. Fitzgerald est craqué. Quoi? Il coopère. Il donne des noms. Titan se dirigeait déjà vers sa moto. Ça pourrait être le moment, Bear. Ça pourrait être tout ce que nous attendions. Ils arrivèrent au poste 20 minutes plus tard. Reeves les accueillit à la porte. Son expression était un mélange d'épuisement et d'excitation à peine contenue. Il a commencé à parler il y a 2 heures. Ses avocats ont essayé de l'en empêcher, mais il a dit qu'il voulait soulager sa conscience. Que dit-il? Tout. Les noms, les lieux, les méthodes. Il a donné les noms de 12 membres du réseau jusqu'à présent, dont 3 dont nous ignorions l'existence. Et Shepard, l'expression de Reeves changea. Quelque chose de compliqué a traversé son visage. C'est pour ça que je vous ai appelé en personne. Morrison Fitzgerald a confirmé que Shepard existe vraiment, qu'il était l'un des membres les plus prolifiques du réseau. Et il a confirmé autre chose. Quoi? Shepard a pris sa retraite il y a 5 ans, a arrêté de chasser, a disparu. Elle a marqué une pause. Mais avant de prendre sa retraite, sa dernière victime confirmée était une fillette de 6 ans en Arkansas, il y a 15 ans. Emily, le monde semblait basculer. Titan s'agrippa au cadre de la porte pour se stabiliser. Sait-il où se trouve Shepard? Il dit que non. Il affirme que Shepard est complètement disparu, changé d'identité, disparu.
Reeves prit une inspiration. Mais il y a autre chose. Quelque chose que je dois vous montrer avant d'aller plus loin. Elle le conduisit dans une petite pièce où un écran de télévision affichait une vidéo en pause. Fitzgerald était assis dans une salle d'interrogatoire, paraissant plus petit et plus vieux qu'il ne l'était lors de la réunion communautaire. Son costume coûteux était froissé. Ses cheveux argentés étaient ébouriffés. Ses yeux étaient rougis. Cela date d'il y a 1 heure, dit Reeves. Elle appuya sur le bouton Play de l'écran. Fitzgerald se pencha en avant. Vous voulez en savoir plus sur Shepard? Je vais vous parler de Shepard. C'était le meilleur, le plus prudent, le plus patient. 20 ans de chasse et pas une seule arrestation, pas une seule fois où il a frôlé la catastrophe. C'était un fantôme. La voix de l'interrogateur retentit dans les haut-parleurs. Comment a-t-il pu échapper à la détection pendant si longtemps? Fitzgerald rit amèrement, parce que personne ne le soupçonnait. Ce n'était pas un pervers qui rôdait dans les terrains de jeu. C'était un père de famille, respecté dans sa communauté, actif dans son église, le genre de personne à qui les parents confiaient leurs enfants. Connaissez-vous sa véritable identité? Je sais ce qu'il m'a dit, que ce soit vrai ou non. Fitzgerald haussa les épaules. Il a dit qu'il avait une formation militaire, peut-être dans les forces spéciales. Il a dit avoir appris la patience et la discipline pendant son service. Il a dit avoir appliqué ses compétences à son passe-temps. Tayton sentit son sang se glacer. Une formation militaire, les forces spéciales, la patience et la discipline. A-t-il jamais mentionné des victimes spécifiques? Il conservait des trophées, mais pas physiques, trop risqués. Des photos, des vidéos. Il avait une collection qui remontait à plusieurs décennies, des centaines d'enfants. Qu'est-il advenu de cette collection? Il m'a dit qu'il l'avait détruite lorsqu'il a pris sa retraite. Il a dit qu'il en avait fini. Il a dit qu'il avait trouvé quelque chose de mieux que la chasse. Qu'avait-il trouvé? Le sourire de Fitzgerald est devenu cruel, une famille. Il s'est marié il y a 5 ans, a eu ses propres enfants. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de chasser parce qu'il avait enfin ce qu'il voulait vraiment. Reeves mit la vidéo en pause. Titan ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Le monstre qui avait enlevé sa fille, qui avait détruit son monde, vivait désormais quelque part avec sa propre famille, avec ses propres enfants. Nous explorons toutes les pistes, dit Reeves calmement. Les registres militaires, les certificats de mariage, tout ce qui pourrait nous aider à l'identifier. Mais Morrison, cela pourrait prendre du temps, des années peut-être. Il était prudent, méticuleux. Il n'a laissé aucune trace. Il doit y avoir quelque chose. Un indice. Peut-être. Reeves sortit un dossier. Fitzgerald nous a donné une autre information. Shepard avait une marque distinctive, un tatouage sur l'épaule gauche, un phare avec un faisceau brisé. Le symbole du réseau gravé dans la chair de l'homme qui avait tué sa fille. Trouvez-le, dit Titan d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que cela prendra, trouvez-le. Trouvez-le. Nous le trouverons. Je vous le promets. Mais alors que Titan sortait du commissariat dans l'air frais de la nuit, il savait que les promesses ne suffisaient pas. Quelque part, un monstre menait une vie normale, jouait avec ses enfants, embrassait sa femme, prétendait être humain. Et Titan n'aurait de repos qu'une fois qu'il l'aurait trouvé. Une fois que justice aurait enfin été rendue. Une fois qu'Emily pourrait reposer en paix. 3 mois passèrent. L'automne dépouilla les arbres et l'hiver s'installa sur le comté de Crawford comme une couverture grise et froide. Et pendant tout ce temps, l'enquête se poursuivit. Titan se tenait au fond de la salle d'audience lorsque le juge prononça la sentence de Gerald Whitmore. 45 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Le chiffre résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Whitmore ne réagit pas. Il resta affalé sur sa chaise, le regard perdu dans le vide, tel un homme brisé qui avait finalement épuisé toutes ses victimes et toutes ses excuses. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais Whitmore se contenta de secouer lentement la tête. Dans la tribune, Sarah Chen pleurait ouvertement, son fils, âgé désormais de 22 ans, était assis à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. Son visage était lui aussi baigné de larmes. Mais il y avait autre chose dans son expression. Du soulagement, un sentiment d'apaisement, le début de la paix. Lily Harper n'était pas là. Ses parents avaient décidé qu'elle était trop jeune pour assister au procès, mais Titan avait promis de lui raconter le verdict. 45 ans, dit-il au téléphone en sortant du tribunal.
Il mourra en prison. À l'autre bout du fil, la voix de Lily était faible, mais ferme. Tant mieux. Comment te sens-tu, petite guerrière? Mieux. J'ai fait un cauchemar cette nuit, mais maman dit que c'est normal. Elle dit que les cauchemars finiront par disparaître. Ta maman a raison. Ils disparaissent. Cela prend juste du temps. Monsieur Titan, viendrez-vous me rendre visite bientôt? Je vous ai fait un dessin. C'est vous, Bear et tous les autres motards. Vous portez des capes comme des super-héros. Malgré tout, Titan sourit. Je viendrai ce week-end. Garde ce dessin pour moi. D'accord. Au revoir, Monsieur Titan. Au revoir, Lily. Il raccrocha et trouva Bear qui l'attendait sur les marches du palais de justice. 45 ans, dit Bear. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Le procès de Fitzgerald commence le mois prochain. Reeves dit qu'ils ont monté un dossier en béton. Il risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tant mieux. Ils marchèrent en silence vers leur moto. Le vent hivernal transperçait leurs blousons en cuir, mais aucun des deux hommes ne semblait s'en apercevoir. Ils avaient connu pire. Des nouvelles de Shepard? Demanda Bear. Titan serra les mâchoires. Rien de concret. Reeves a une équipe qui travaille à plein temps, mais il a bien effacé ses traces. Les registres militaires montrent que 347 hommes ayant servi dans les forces spéciales ont quitté l'armée à peu près à la même période. Ils les passent en revue un par un. Cela pourrait prendre des années. Je sais. Et s'ils ne le trouvent jamais? Titan s'arrêta de marcher. Il se tourna vers Bear et ses yeux reflétaient quelque chose qui n'y était pas auparavant. Pas de la rage, pas du désespoir, quelque chose de plus calme, de plus profond. Alors je continuerai à chercher jusqu'à la fin de ma vie s'il le faut. Un Manly mérite au moins cela. Bear acquiesça lentement. Nous continuerons tous à chercher. Tout le club. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, mon frère. Je le sais aussi. Ils enfourchèrent leur moto et quittèrent la ville, se dirigeant vers le petit cimetière où Emily Morrison avait été enterrée 15 ans auparavant. Titan faisait ce voyage tous les mois, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, en été comme en hiver. Il avait manqué trop d'années de sa vie, il ne voulait pas manquer l'occasion de se souvenir d'elle. Le cimetière était calme, la neige saupoudrait les pierres tombales comme du sucre glace. Titan marcha seul jusqu'à la petite tombe située dans le coin arrière, celle avec la statue d'ange qu'il avait commandée avec sa prime de déploiement. Emily Rose Morrison, fit le bien-aimé, partit trop tôt. Il s'agenouilla dans la neige sans se soucier du froid qui s'infiltrait à travers son jean. « Salut, ma petite fille, c'est papa. » Le vent soufflait dans les branches nues au-dessus de sa tête, et pendant un instant, il aurait presque pu imaginer que c'était sa voix. J'en ai attrapé un autre, un méchant qui a fait du mal à beaucoup d'enfants. Il va aller en prison pour toujours. Il ne pourra plus faire de mal à personne. Sa voix se brisa. J'aurais aimé pouvoir attraper celui qui t'a fait du mal. J'essaie toujours. Je te le promets, j'essaie toujours. Il sortit une photo usée et froissée par des années d'utilisation. Emily, âgée de 5 ans, souriait à la caméra, les dents de devant manquantes. La dernière photo prise avant qu'elle ne soit enlevée. Une petite fille nommée Lily m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. Elle est courageuse comme tu l'étais. Elle a parlé quand elle avait peur. Elle a fait confiance à des inconnus pour l'aider parce que son professeur lui avait parlé de nos écussons. Il pressa la photo contre sa poitrine. Je pense que tu l'aurais aimé. Je pense que vous auriez été amis. Il resta là longtemps à parler à la tombe de sa fille, lui racontant l'affaire, le réseau et les petites victoires qui semblaient à la fois énormes et insuffisantes. Quand il se releva enfin, ses genoux étaient douloureux et son visage était mouillé de larmes. Il n'avait pas remarqué qu'il pleurait. Bear l'attendait à la porte du cimetière, lui laissant de l'espace mais sans le laisser seul. « Prêt? » demanda Bear. « Oui, allons-y. » 2 semaines plus tard, la menace qui planait sur les loups d'acier se concrétisa enfin. Titan se réveilla au bruit de verre brisé. Il roula hors du lit, attrapa la batte de baseball qu'il gardait près de sa table de chevet et se dirigea vers l'avant de sa maison avec l'efficacité silencieuse d'un homme qui avait nettoyé des bâtiments dans des zones de combat. Le salon était vide, mais la fenêtre avant était brisée et quelque chose brûlait sur son porche. Il attrapa l'extincteur dans la cuisine et ouvrit la porte d'entrée. Une croix en bois enveloppée dans des chiffons imbibés d'essence brûlait dans l'obscurité, peinte sur sa porte en lettres rouges.
Les tueurs d'enfants seront punis. Titan éteignit les flammes, puis resta debout dans l'air froid de la nuit, fixant le message. Son téléphone sonnait déjà. Le bar a aussi été attaqué, dit la voix de Shadow. Et des couteaux. Un message G. Ils nous prennent tous pour cible. Il y a des blessés? Non, juste des dégâts matériels et de l'intimidation. Mais Titan, ils savent où nous vivons. Nous tous. Appelle tout le monde. Réunion d'urgence ce soir. À 3 heures du matin, les 12 loups d'acier étaient tous réunis dans leur clubhouse à la périphérie de la ville. Le bâtiment était un entrepôt reconverti, délibérément banal, délibérément difficile à trouver. Mais si le réseau connaissait leurs adresses personnelles, il connaissait probablement aussi cet endroit. Nous avons une fuite, dit Blade. Quelqu'un leur a donné nos informations. Ou ils ont piraté la base de données du DMV, rétorqua Shadow. Les immatriculations de motos sont publiques si vous savez où chercher. Quoi qu'il en soit, nous sommes exposés, dit Titan. La question est de savoir ce que nous allons faire. Nous pourrions entrer dans la clandestinité, disparaître pendant un certain temps, jusqu'à ce que la situation se calme. Fuir. La voix de Bear était incrédule. Tu veux que nous fuyions ces lâches violeurs d'enfants? Je veux que nous survivions. Les motards morts ne protègent personne. Les motards effrayés non plus. Assez, coupa Titan. Personne ne fuit, mais personne ne fait non plus de bêtises. Nous renforçons la sécurité. Nous veillons les uns sur les autres. Nous varions nos itinéraires et nos horaires. Et nous continuons à faire exactement ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ils vont passer à la vitesse supérieure, prévint Blade. C'était un avertissement. La prochaine fois, ce seront peut-être des balles. Nous ferons face aux balles quand elles viendront. Mais nous n'arrêtons pas. Nous ne reculerons pas. Car dès que nous le ferons, ils auront gagné. Et chaque enfant que nous aurions pu sauver deviendra une nouvelle victime. La pièce devint silencieuse. Puis, un par un, les loups d'acier acquiescèrent. Bear, Shadow, Blade. Tous, sans exception. Ensemble, dit Bear. Ensemble, répétèrent-ils encore. L'escalade fut plus rapide que prévu. 3 jours plus tard, Titan reçut un appel du sergent Hay. Nous avons arrêté quelqu'un devant l'école primaire. Il avait des photos d'enfants dans sa voiture, des adresses, des emplois du temps. Il préparait quelque chose en rapport avec le réseau. C'est ce que nous pensons. Il ne parle pas. Mais son téléphone montre qu'il a communiqué avec des membres connus du phare. C'est une vengeance. Ils essaient de prouver qu'ils peuvent donc agir malgré les arrestations. C'est aussi notre avis, Morrison. Je dois vous avertir, cet homme avait une liste avec les noms et adresses des personnes qui ont collaboré avec nous dans le cadre de l'enquête. Le vôtre était en tête de liste, je m'en doutais. Soyez prudents. Ces gens sont désespérés, et les gens désespérés font des choses stupides. Le lendemain, l'agent Reeves a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Nous l'avons trouvé. Titan faillit laisser tomber son téléphone. Quoi? Shepard, nous l'avons trouvé. Ou plutôt, l'un de ses anciens associés l'a dénoncé en échange d'une réduction de peine. Sa voix était tendue, mais elle contrôlait son excitation. Son vrai nom est Marcus Webb, ancien ranger de l'armée, démobilisé en 2002. Il vit dans la banlieue de Nashville depuis 5 ans. Il a épousé 2 beaux enfants. Le monde semblait s'être arrêté de tourner. Marcus Webb, un nom, un visage, une adresse. Après 15 ans, le monstre avait enfin une identité. Il a des beaux enfants, un garçon et une fille, âgés de 8 et 10 ans. La voix de Reeves était grave. Morrison, je sais ce que vous pensez et je vous en supplie. Laissez-nous nous en occuper. Nous passons à l'action ce soir. Nous avons des mandats. Nous avons une équipe tactique. Si Webb est Shepard, nous l'arrêterons comme il se doit. Et s'il s'enfuit, il ne s'en sortira pas. Il ne sait pas que nous arrivons. Pour autant qu'il sache, son identité est toujours protégée. L'esprit de Titan tournait à toute vitesse. Nashville était à 4 heures de route. S'il partait maintenant, il pourrait y être avant l'arrivée de l'équipe du FBI. Il pourrait regarder dans les yeux l'homme qui avait enlevé sa fille. Il pourrait. Quoi? Le tuer? Le battre? Qu'est-ce que cela accomplirait, à part transformer Titan en le genre de monstre qu'il traquait? Morrison, vous êtes toujours là? Je suis là. Promettez-moi que vous nous laisserez faire notre travail. Il pensa à Emily, à Lily, à tous les enfants qui avaient été sauvés parce qu'il avait choisi la justice plutôt que la vengeance. Je vous le promets.
Mais Reeves, je veux être là quand vous l'arrêterez. Je veux voir son visage quand il réalisera que c'est fini. Une pause. Alors je vais m'organiser. Soyez au bureau de Nashville à 22 heures. Le trajet jusqu'à Nashville fut les 4 heures les plus longues de la vie de Titan. Bear était assis à côté de lui, refusant de le laisser faire le voyage seul. Aucun des deux hommes ne parlait. Il n'y avait rien à dire qui n'ait déjà été dit 1000 fois au cours de ces 15 années de chagrin et de recherche. Le bureau local du FBI était une forteresse de verre et d'acier. L'agent Reeves les accueillit à l'entrée, le visage tendu. Nous passons à l'action dans 45 minutes. L'équipe tactique est déjà en position. Webb est chez lui avec sa femme et ses beaux enfants. Les enfants sont-ils en sécurité? Les services sociaux sont prêts à intervenir. Si Webb est bien celui que nous pensons, ses enfants auront besoin d'aide. Mais d'abord, nous devons les sortir de là. Que voulez-vous que je fasse? Rien. Contentez-vous d'observer et quand ce sera fini, vous aurez vos réponses. Ils se rendirent dans le quartier de Webb à bord d'un fourgon banalisé et se garèrent à 2 pâtés de maison d'une modeste maison à 2 étages avec une balançoire dans le jardin et un minivan dans l'allée. Elle avait l'air si normale, si ordinaire. Le genre de maison où les familles s'épanouissaient, où les enfants jouaient et où rien de grave ne se passait jamais. Mais Titan savait mieux que quiconque. Il avait appris depuis longtemps que les monstres ne vivaient pas dans des châteaux hantés. Ils vivaient dans des maisons comme celle-ci, se cachant à la vue de tous, portant le masque de la normalité tandis que les ténèbres rongeaient leur intérieur. L'équipe tactique se déplaçait avec une précision silencieuse. Porte d'entrée, porte arrière, fenêtre couverte, fenêtre, toutes les issues bloquées. Puis l'assaut. Titan regardait à travers ses jumelles les agents envahir la maison. Il entendit des cris. Le cri d'une femme. Des enfants qui pleuraient. 60 secondes plus tard, un homme fut traîné dehors, menotté. La quarantaine bien avancée, de taille moyenne, les cheveux bruns grisonnants sur les tempes. Il portait un pyjama et des pantoufles. L'image d'une innocence domestique interrompue. Mais lorsque les agents le tournèrent vers la rue, Titan vit son visage et il sut. Il sut avec une certitude absolue que c'était l'homme qui avait enlevé Emily. Non pas à cause d'une preuve, ni d'une déduction logique, mais à cause de ses yeux. Froids, vides, morts. Les yeux de quelqu'un qui avait regardé une fillette de 6 ans et n'y avait vu qu'un objet à utiliser et à jeter. C'est lui, murmura Titan. Bear lui saisit l'épaule pour le retenir. Du calme, mon frère. Laisse-les faire leur travail. Je sais que c'est lui. Je le sais. Je sais que toi aussi. Ils regardèrent Webb être embarqué dans un véhicule du FBI. L'homme ne se débattit pas, ne protesta pas. Il accepta simplement la situation, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Lorsque le véhicule dépassa leur fourgonnette, Webb tourna la tête. Pendant un bref instant, son regard croisa celui de Titan à travers la vitre, et il sourit. Un sourire froid et entendu qui semblait dire « Vous m'avez attrapé, mais vous ne pourrez jamais effacer ce que j'ai fait. Vous ne la ramènerez jamais. » Titan sentit Bear le serrer plus fort, tout son corps se tendant sous l'envie de défoncer la porte du van et d'étrangler ce monstre. « Non, » dit Bear doucement, « il veut que tu perdes le contrôle. Ne lui donne pas cette satisfaction. » Le moment passa. Le véhicule s'éloigna et Titan resta assis dans l'obscurité, tremblant de rage, de chagrin et d'un sentiment qui pouvait être du soulagement. C'était fini. Après 15 ans, c'était enfin fini. Le procès dura 6 mois. Marcus Webb, également connu sous le nom de Shepard, fut accusé de 17 chefs d'accusation d'enlèvement, 23 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs et 3 chefs d'accusation de meurtre, dont celui d'Emily Rose Morrison. Titan a témoigné. Il a parlé au jury de sa fille, de son sourire, de son rire, du matin où il lui avait dit au revoir avant de partir en mission à l'étranger, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'il la verrait vivante. Sarah Chen a témoigné. Une douzaine d'autres parents dont les enfants avaient été enlevés par le même monstre ont également témoigné. Et finalement, justice a été rendue. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Webb a été emmené hors de la salle d'audience menotté. Et cette fois, il n'a pas souri. Cette fois, ses yeux étaient vides, vaincus. Le masque s'était enfin effondré, révélant le vide qui se cachait dessous. Titan l'a regardé partir et n'a rien ressenti,
Ni satisfaction, ni apaisement, juste un immense vide douloureux, là où sa rage avait vécu pendant 15 ans. Bear l'a retrouvé à l'extérieur du palais de justice. Comment te sens-tu? Vide, c'est normal. Tu as porté ce poids pendant si longtemps que tu ne sais pas comment exister sans lui. Que dois-je faire maintenant? La même chose que ce que tu as toujours fait. Protéger les enfants, honorer la mémoire d'Emily, vivre le genre de vie dont elle aurait été fière. Est-ce que suffisant? Ça doit l'être, car c'est tout ce que nous pouvons faire. Un an plus tard, Titan gara sa moto sur le parking du festival d'été du comté de Crawford. Le soleil brillait, l'air était chaud, les rires des enfants résonnaient dans le parc des expositions. Il resta assis sur sa moto pendant un long moment, regardant les familles affluer à l'entrée, les pères portant leurs filles sur leurs épaules, les mères poussant des poussettes, les grands-parents tenant de petites mains, la vie continuant malgré toute la noirceur du monde. Ça va? Demanda Bear en s'arrêtant à côté de lui. Oui, je pensais juste à Emily, à eux tous, Emily, Lily, les centaines d'enfants que nous avons aidés depuis le début, les milliers que nous pourrions aider à l'avenir. Le programme Guardians a triplé de taille cette année. Il existe désormais dans les 50 États. Son expansion internationale commencera le mois prochain. Je sais que tu as lancé quelque chose de titanesque, quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, une petite silhouette se détacha de la foule et courut vers eux. Ses cheveux blonds flottaient au vent, sa robe rose virevoltait, et son sourire était si large qu'il semblait fendre son visage en deux. Monsieur Titan. Monsieur Titan. Lily Harper se jeta sur lui comme un petit missile. Il l'attrapa facilement et la souleva dans ses bras. Salut, salut, guerrière, regarde-toi. Tu as tellement grandi. J'ai 7 ans maintenant. C'était mon anniversaire. Je sais. Je t'ai envoyé un cadeau. Tu te souviens du casque de moto? Maman dit que je ne peux pas rouler avant d'être plus grande, mais je le porte quand je fais du vélo. Ses parents s'approchèrent plus lentement, le visage rayonnant d'une gratitude qui n'avait pas faibli depuis ce terrible jour. Monsieur Morrison, dit James Harper en lui tendant la main, je suis heureux de vous revoir. Moi aussi. Comment va-t-elle? De mieux en mieux. Elle ne fait plus de cauchemars. Elle laisse retourner à l'école, elle se fait des amis, elle mène une vie normale. Sa voix s'épaissit. Grâce à vous. Parce que vous l'avez cru quand cela comptait de plus. Elle a cru en elle-même. Je n'ai fait que suivre son exemple. Lily tira sur son gilet. Monsieur Titan, je veux vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Elle sortit un morceau de papier plié de la poche de sa robe et le lui tendit. Il l'ouvrit avec précaution. C'était un dessin. Rudimentaire mais reconnaissable. Un homme grand vêtu d'un gilet en cuir se tenait au centre, entouré de personnages plus petits à moto. Au-dessus d'eux, écrit d'une écriture soignée de 7 ans, « Mes héros », et dans le coin, un petit ange aux cheveux blonds et aux ailes flottant parmi les nuages. « C'est ta fille, dit Lily doucement. Ma maman m'a parlé d'elle. Elle te regarde depuis le ciel, n'est-ce pas? Elle est fière de toi, n'est-ce pas? La vision de Titan se brouilla. Il attira Lily près de lui, la serra fort dans ses bras et laissa les larmes couler. « Oui, ma chérie, murmura-t-il. Je pense que oui. » Lorsqu'il la lâcha enfin, les parents de Lily s'étaient approchés, rejoints par d'autres familles. Il reconnut Sarah Chen et son fils, la mère qui avait failli perdre Tyler au zoo pour enfants, des dizaines de visages qu'il avait appris à connaître au cours de l'année écoulée, des personnes dont la vie avait été touchée par la mission des Steel Wolves. Nous voulions faire quelque chose. Sarah Chen a dit de vous remercier comme il se doit. Vous n'êtes pas obligé. Nous le savons. Mais nous voulions le faire. Elle fit un geste vers l'entrée du festival. Une bannière était accrochée au-dessus de la porte, fraîchement peinte. Les gardiens d'Emily protègent les enfants ensemble. Le comté l'avait approuvé le mois dernier. James Harper expliqua. Chaque année, le festival d'été organisera un événement sur la sécurité des enfants au nom d'Emily, avec des formations pour les parents, des ressources pour les enfants, un mémorial pour les victimes et une célébration des personnes qui les protègent. Titan fixa la bannière, incapable de parler. « Elle n'est pas oubliée, dit doucement Sarah Chen. Aucun d'entre eux ne l'est, et grâce à ce que vous avez commencé, aucun d'entre eux ne le sera jamais. » Les loups d'acier se rassemblèrent autour de lui. Bear, Shadow, Blade.
Les 12 frères qui avaient chevauché à ses côtés pendant l'année la plus sombre de sa vie et qui en étaient sortis de l'autre côté. Candidez-vous presse demanda Bear, prêt à aller protéger des enfants. Titan regarda la banderole une dernière fois. Le nom d'Emily brillait au soleil. Un héritage né d'une tragédie. Un but forgé dans la douleur. Il pensa à sa fille, à son sourire, au matin où il lui avait dit au revoir en l'embrassant et lui avait promis de rentrer sain et sauf. Il n'avait pas pu tenir cette promesse. Il n'avait pas pu la sauver, mais il pouvait sauver d'autres enfants. Un enfant à la fois, un monstre à la fois, jusqu'à son dernier souffle. Oui, dit-il d'une voix ferme. Allons-y. Les Steel Wolves arrivèrent au festival d'été du comté de Crawford, leur moteur vrombissant comme une promesse. Les familles se retournèrent pour les regarder. Les enfants les montraient du doigt et souriaient. Et quelque part au paradis, une petite fille aux cheveux blonds et aux dents manquantes regardait son père devenir le héros qu'elle avait toujours su qu'il était. Car le courage n'est pas l'absence de peur. C'est parler quand on est terrifié. C'est faire confiance à des étrangers quand on n'a personne d'autre. C'est se battre pour les innocents, même quand le combat semble impossible. Et parfois, les hommes qui semblent les plus dangereux dans la pièce sont exactement ceux dont on a besoin quand le mal vient frapper à la porte. Emily Rose Morrison n'est pas morte en vain. Son père s'en est assuré.